Journal de bord du commandant second, date stellaire 2024.1. Fraîchement débarqué de l'USS Roddenberry, j'occupe enfin mon nouveau poste au sein de la station Deep Space 57, dirigée par le capitaine Manu. Ce dernier est en attente d'une affectation proche sur un tout nouveau vaisseau, et pour l'instant, il me forme pour que la transition sur la station se passe au mieux. Et il y a fort à faire, étant donné que nous sommes positionnés non loin de la zone neutre romulanaise. Ma première mission sera une analyse poussée de documents envoyés par Starfleet, avec l'aide de 2 scientifiques venus de la planète Romania, qui vient tout juste de rejoindre la Fédération, et où étrangement tous les habitants semblent se prénommer Romain. Passerelle à numéro 1. Oui, capitaine ? Veuillez accueillir nos invités en salle de téléportation numéro 2, je vous attends en salle de briefing. Je m'y rends immédiatement. Vous les avez, enseigne Sehel ? Oui, commandeur, j'ai verrouillé sur leur signal. Énergie. Romain, bienvenue sur Deep Space 57. Ah bah merci de nous accueillir. Moi j'étais jamais venu sur Deep Space 57. Je connaissais la 56 mais pas la 57. Bah c'est très sympa. Jolan True, Guigui. Ouais, enfin c'est pas terrible. Ok. Très bien. Ravi que ça vous plaise. Le capitaine Manu nous attend en salle de briefing, alors suivez-moi s'il vous plaît. Capitaine, je vous présente Romain Nigita et Romain Brami de la planète Romania. Bienvenue messieurs, ravi de vous avoir à bord. Ah bah écoutez, merci de nous accueillir. Jolan True, capitaine. Vous m'avez l'air bien jeune pour un capitaine de station. Écoutez, c'est pas l'âge qui compte, c'est le talent. Ouais, prétentieux comme tous les humains. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que Starfleet a besoin de vous et de votre expertise sur une transmission de la plus haute importance, sans doute la plus importante depuis près de 20 ans. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette transmission ? Parce que moi je ne sais absolument pas ce que je fais là. Numéro 1. Alors, elle a été reçue sur tous les relais du subespace de la Fédération et donc la voici. Many times. Nearly 2 decades ago, Commander Data sacrificed his life for me. These past few years, I really tried to belong here. But it never truly felt like home. Do you know who I am? Everything inside of me says that I'm safe with you. Admiral, I have encountered a woman. She came to me for help. If she is who I think she is, she's in serious danger. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Quadrant Pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable partout et relayé par superpouvoir.com. Alors si vous ne connaissez pas la franchise et que vous nous écoutez, c'est sans doute que vous voulez la découvrir, alors vous êtes au bon endroit. C'est une franchise de science-fiction bien sûr, mais où les propos les plus intéressants restent encore ceux qui sont profondément humanistes. Alors ici, nous allons partir pour une mission de 5 mois afin de parler de l'actualité de tout Star Trek. Mais surtout, faire des analyses de chaque épisode de la nouvelle série Picard et de la saison 3 de Discovery à venir. Un peu à la manière de ce que j'avais fait sur ma chaîne YouTube l'an dernier. Et sinon, en guise d'introduction, vous pouvez même écouter le podcast du Coin Pop où Manu présentait déjà la saga à travers son visionnage de la série originale. Alors souvenez-vous, dans mes vidéos, j'y recevais un panel hétéroclite de fans de la franchise, et c'est ce que nous allons faire ici également. Notamment avec Romain Nigita, journaliste spécialisé dans les séries télé chez Mad Movies ou le Journal du Dimanche, co-auteur avec Alain Carazé du livre Series Anatomy, le 8e art décrypté. Il a également eu la chance récemment d'interviewer William Shatner et Patrick Stewart, carrément. Il va nous en dire quelques mots d'ici quelques instants. Bonjour Romain Nigita. Bonjour Guigui, bonjour à tous. Bah écoutez, je suis ravi à nouveau de pouvoir parler de Star Trek avec des gens qui, je pense, apprécient cette franchise tout autant que moi. Alors nous avons aussi le capitaine du Coin Pop, celui qui a accepté d'accueillir cette série de podcasts dédiés à Star Trek au sein de ce qu'on pourrait désormais appeler une sorte de label avec le Coin Pop, car bien d'autres sujets y sont traités, que ce soit du niveau du comics, du cinéma ou des séries télé, notamment avec Watchmen dernièrement. Bonjour Manu. Bonjour tout le monde, ravi d'être ici. Et enfin, le deuxième Romain Brami, entre autres choses, youtubeur rétro gaming et ancien journaliste série télé pour le magazine Épisode. Il nous revient après avoir fait, comme les autres, un passage sur ma chaîne YouTube l'an dernier. Il nous revient donc pour nous parler de sa franchise préférée, et cette fois, il n'est pas venu les mains vides, car il nous a apporté une petite capsule inédite que nous allons écouter tout à l'heure. Bonjour Romain Brami. Salut tout le monde. Bon, j'arrête de prendre ma voix de Romulan antipathique, hein, même si c'était assez cool finalement. Mais ciao tout le monde. Tu pourras le refaire plus tard dans un autre épisode, t'inquiète. Ouais, avec plaisir. Alors Romain Nigita, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ta rencontre avec les 2 plus grands capitaines de Starfleet et sur ton actualité ?
Alors en effet, j'ai eu la chance et le plaisir d'interviewer à 2 occasions différentes, d'abord William Shatner puis Patrick Stewart. William Shatner, c'était en octobre dernier, c'était au MIP. Le MIP, c'est le marché des programmes qui se tient à Cannes 2 fois par an. Alors il était là absolument pas pour parler de Star Trek au départ, il était là pour présenter une émission de télé dans laquelle il introduit des reportages sur le surnaturel, une émission qui s'appelle The Unexplained. C'est une espèce d'émission un peu à la Mystère, pour ceux qui se souviennent de Mystère à la télé française. Mais voilà, moi je l'ai interviewé surtout sur sa carrière. On a parlé de la 4e dimension, de Star Trek, de Tech War. On a parlé du film The Intruder qui avait été réalisé par Roger Corman dans lequel il avait joué. Bref, j'ai vraiment voulu lui parler d'un peu tout. Et j'y allais un peu en ayant en tête des échos, des mauvais échos de collègues journalistes qu'il avait déjà rencontrés et qui me disaient tu vas voir, en interview il est pas facile. Et ben il devait être dans un bon jour, puisque il m'a quand même raconté pas mal de choses. Finalement plutôt une bonne expérience avec William Shatner. Et ensuite j'ai pu interviewer Patrick Stewart, c'était 15 jours plus tard. Il était en France notamment pour le Comic Con Paris, où il venait présenter Star Trek Picard avec une partie du casting. Et donc comme d'autres journalistes français, je l'ai interviewé. Et lui par contre il était conforme à sa légende, hyper généreux en interview. Il a raconté plein de choses, notamment sur ce qu'aurait pu être un film qui aurait fait suite à Star Trek Nemesis, si Nemesis avait marché, ce qui évidemment n'a pas été le cas. Et voilà, tout ça, vous pouvez le lire dans le Mad Movies de janvier qui vient de sortir en kiosque et également sur le site web du magazine. Ah voilà, ça donne carrément envie et ça donne tout de suite déjà l'ambiance pour le podcast à venir, quoi. Parce que là, forcément, on va beaucoup parler de Picard. C'est marrant, William Shatner, juste un petit mot. Moi, j'ai pas eu la chance de l'interviewer comme Romain, mais je l'ai rencontré plusieurs fois en convention, aux États-Unis, à San Diego en particulier. Et c'est marrant parce qu'il est en convention comme il est en interview, c'est-à-dire que des fois, il est bien luné et tu vas avoir certains des meilleurs panels auxquels j'ai assisté. Moi, je me rappelle, j'avais fait un panel où il nous avait fait faire un Cannes à toute la salle qu'il avait enregistré pour le Guinness Book des records pour faire le Cannes le plus long du monde. Et des fois, il est mal luné et tu le sens limite à son visage. Et à ce moment-là, ça fait des panels extrêmement ennuyeux et presque gênants à regarder pour les gens qui l'interviewent. Oui, c'est ça, moi je l'avais vu à la convention du 50e anniversaire à New York en 2016, où en fait plutôt, normalement ça devait être une séance où il répondait aux questions des gens dans la salle, et en 1 heure il a répondu à 3 questions, parce qu'il n'a fait que parler de lui, donc c'est moi. Un peu la caricature de Shatner, et j'avais un peu peur que ce soit ça en interview. Et voilà, ce jour-là, visiblement, je sais pas si c'est l'air marin de Cannes ou de la France qui l'a rendu un peu plus agréable, mais en tout cas, c'était assez passionnant. Manu, qui en termes d'actualité Star Trek, en plus d'héberger le Quadrant Pop, et d'ailleurs merci pour ça, tu t'es livré à un marathon presque insensé que je rêverais d'avoir le temps de faire. En l'espace de moins d'1 année, tu as presque vu toute la franchise. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir presque tout visionné en 365 jours, même moins que 365 jours. Un peu moins, parce que j'ai commencé en février, il me reste 78 épisodes de Enterprise et c'est tout. Alors je ferai juste une aparté, c'est pas totalement toute la franchise, j'ai pas regardé la série animée de la série originale, que je considère non canonique, même si c'est pas tout à fait vrai. Mais en fait je me suis lancé là-dedans parce que je savais que Picard allait arriver. À l'époque on faisait déjà les après-épisodes sur Discovery avec toi, et j'avais envie à un moment de découvrir la franchise, mais j'étais pas sûr de vouloir tout voir en fait. Je voulais à la base regarder Next Generation et Deep Space Nine, sur lesquels j'avais des très bons retours. Au final je me suis dit allez, pourquoi pas, je tente tout. Écoute, ce que ça fait, je sais pas, je trouve ça, j'ai découvert quelque chose d'assez exceptionnel, même si j'étais déjà assez familiarisé avec l'esprit Star Trek à travers ce que j'avais pu voir. Notamment moi j'avais commencé, enfin mon premier Star Trek c'était Premier Contact quand j'étais gamin, quoi. Je l'ai vu en VHS à l'époque quand il est sorti. Et étant grand fan de science-fiction, l'héritage de Star Trek, je le connaissais, et j'en avais vu une certaine partie, mais avec la vision de quelque chose d'un peu kitsch et dépassé depuis bien longtemps. Au final, j'ai pris une grosse claque, quoi, série après série. Alors peut-être moins sur la première série, j'ai pris une grosse claque sur la saison 1, mais saison 2 et 3 sont quand même
beaucoup plus faible pour des raisons historiques. Mais derrière Next Generation, enfin non, même dès les films de la première série, je m'attendais pas à ça au niveau SF, au niveau ce que ça allait raconter. Et Next Generation puis Deep Space Nine m'ont conforté dans cette idée que c'est une très 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 grande franchise d'un point de vue idéologique notamment. Et voilà, pour l'instant, j'appréhende la fin de cette année parce que je vais avoir un gros vide après avoir passé 1 an avec Star Trek où j'ai vraiment mangé du Star Trek tous les jours quasiment. Ouais, ça va faire un grand vide. J'ai des jours où j'ai maté peut-être 10 épisodes de Star Trek quoi, pendant certains jours de congé. Ouais, ça va faire bizarre. Alors là, je suis arrivé malheureusement dans ce que je trouve le plus faible pour l'instant, c'est Enterprise, que je trouve quand même assez ça va s'améliorer assez après, tu verras. différent dans le ton. Mais ouais, j'ai l'habitude que ça s'améliore. J'étais très fan de Next Generation et Deep Space Nine dès le début, mais ça s'est quand même amélioré par la suite en plus. Pareil pour Voyager. Mais du coup, j'attends de voir, mais j'appréhende fortement la fin. Enterprise, ça s'améliore un peu, mais enfin, ça reste quand même très mauvais. Hein. Les saisons 3 et 4 sont très différentes des 2 premières saisons. Je suis traumatisé par le générique. Ouais, non, mais on est tous, tout le monde. pense, hein. Imagine à l'époque. On est passé de Goldsmith à Rod Stewart, c'est ça, ou je sais plus qui. Mon Dieu. Je sais plus comment il s'appelle, mais ouais. C'était la chanson du film Dr Patch quand même. Comment ? C'était la chanson du film Dr Patch avec Robin Williams à l'époque. Oh putain. Ok. Je croyais que c'était une chanson originale, mais non. Going from there to here. C'est les Gilets jaunes qui C'est ça. Alors justement, Romain Brami. Lequel ? Alors toi, Romain Brami, ouais, donc je vais dire maintenant les noms de famille, ne vous inquiétez pas. Alors toi, tu nous as vraiment rendu fiers en offrant une bouteille de Château Picard à Patrick Stewart lors de la dernière Comic-Con de Paris. Alors donc on va écouter tout de suite ça dans une petite pastille que tu nous as emmenée, et ensuite tu nous raconteras les coulisses de ce beau moment. Hi guys, I'm Roman. Nice to meet you. My question is for Sir Patrick first. Because I'm the first one, I want to wish you a very warm welcome to your fictional home country. Bienvenue, cher Jean-Luc. My first question is, you played Jean-Luc Picard for a long time now. Have you ever tasted the real Château Picard, not from La Barre in France, but from the region of Bordeaux? Est-ce qu'il a goûté le vrai Château Picard qui vient pas de la Barre, mais de Bordeaux? C'est un Bordeaux peut-être dans ce cas. No. Thank you. Oh. Merci, monsieur. Madame Bott does not have any alcohol when you take pictures. There is a chateau in our series, and it is an authentic French chateau. Alors, It is authentic. Now, we never filmed the moment, sadly. Maybe we will in time to come. If you're really nice to us, maybe we'll come back. But il y a un vrai château. Sorry. the Chateau Picard Il y a un vrai Château Picard, is authentically French. qui est authentique et qui est français. Et authentiquement, ça veut rien dire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Program complete. Alors Romain, comment ça s'est passé cette histoire ?
En fait, déjà, c'est un moment, voilà, vraiment, j'en suis super fier et celui-là, je vais le garder dans la mémoire un bon moment. Et c'est marrant parce qu'en fait, comme tu l'as dit, j'ai été journaliste série par le passé, puis ensuite, je suis resté un gros fan et j'ai fait énormément de conventions. Et en fait, mon histoire avec Patrick Stewart, c'est une succession de rendez-vous ratés, en fait, si tu veux. Le tout premier, c'était une dédicace qu'il devait faire, je crois que ça devait être peut-être 2003 ou 2004 à la Fnac des Champs-Élysées à l'époque, et je me suis pointé le matin ultra tôt et tout, et en fait Patrick Stewart n'est jamais venu, il avait annulé au dernier moment, évidemment la Fnac n'avait pas jugé bon de nous prévenir, du coup je me suis retrouvé comme un con, ils m'ont demandé mes coordonnées, j'ai reçu une photo dédicacée, photocopiée à la Xerox 3 semaines plus tard. Ensuite à Comic-Con San Diego, j'avais essayé d'assister à un panel, impossible de rentrer dans le panel, il y avait beaucoup trop de monde, et enfin cette année, en 2019, l'année dernière, au panel, j'ai fait des pieds et des mains pour entrer au panel Picard, et en fait il aurait fallu que je fasse la queue la veille au matin et c'était pas possible pour moi, c'était absolument impossible. Donc voilà, j'avais raté Stewart des dizaines et des dizaines de fois. Et quand on a appris tous ensemble qu'il allait participer à un panel à Comic-Con France, déjà c'était une surprise, hein, je pense qu'aucun de nous s'y attendait. Ouais, et ça a été annoncé finalement très très peu de temps avant l'événement, hein. C'était quoi, 2 semaines, 2-3 semaines avant l'événement, je crois. 10 jours avant l'événement. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis inscrit, etc., etc. Et en fait tout de suite j'ai eu cette idée de me dire, essaye de marquer le coup, fais un truc sympa. Et j'ai acheté, j'avais déjà dans ma cave en bon fan, j'avais été visiter le château Picard dans la région de Bordeaux, et j'avais acheté une bouteille, je me suis dit putain, faut absolument que tu lui offres une bouteille, ça va être marrant et tout. Et du coup voilà, c'était mon gros objectif. J'ai planqué la bouteille sous un sweatshirt parce qu'évidemment les bouteilles en verre n'étaient pas autorisées dans le convention center. Moi je suis tombé sur un mec qui m'a à peine fouillé, mon copain qui est rentré dans la porte d'à côté, lui s'est fait fouiller des pieds à la tête, donc premier coup de bol. Deuxième coup de bol, c'est que je suis tombé sur des mecs vachement sympas qui m'ont dit exactement à quelle heure me pointer pour entrer dans la queue le premier, ce qui s'est fait. Je crois que j'ai été peut-être 20e ou 25e dans la queue. Et troisième coup de bol, c'est que j'étais ultra bien positionné à côté du micro et que quand ils ont ouvert les questions, j'ai pu me précipiter sur le micro pour prendre la parole le premier. Et puis voilà, la réaction de Stewart a été super sympa. La réaction du cast aussi, ce qu'on voit pas forcément dans la vidéo, était ultra chaleureuse. Ils me regardaient, ils m'envoyaient des baisers, pas des bébés encore, mais des baisers et des coucous et tout. Et ce cast que je connais assez mal, hein, faut que je le reconnais, pour l'instant c'est pas des acteurs que je connais trop, mais ils étaient super chaleureux et ça a été un super bon moment. Franchement, et c'était aussi un bon moment à nous de regarder, de voir ça et de sentir, de se dire que le casting sentait que le public français, le Picard, c'est quand même un personnage qui est français, qui est super important parce que je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais dans les fictions anglo-saxonnes, de La Patte Patrouille à Breaking Bad, à chaque fois qu'il y a un personnage français qui est représenté, c'est un lâche, un traître, il est moustachu et il se la pète. Et heureusement, il y a Jean-Luc Picard quelque part qui contrebalance tout ça au niveau de l'effet du karma de l'univers. Donc du coup, ça fait plaisir de voir que je suis quand même en très très bonne compagnie pour parler de Star Trek parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va commencer par parler des news cinéma qui sont arrivées récemment. On va aussi parler bien sûr de ce qu'on attend de la série Star Trek Picard qui va arriver bientôt sur Amazon Prime chez nous. Et aussi, on va parler des short trek dans la zone spoiler parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire, de théorie craftée, du théorie crafting, merci Manu. Merci mon capitaine, sur Star Trek Picard, et c'est des théories qui à mon avis sont plus que des théories, pourraient être donc carrément des spoilers. Donc on va commencer tout de suite par la partie cinéma, donc je me tourne vers toi Manu. Il y a quand même plusieurs projets cinématographiques qui sont en branle depuis longtemps, plus ou moins avancés ou plus ou moins abandonnés. On sait plus trop. Plus ou moins officiel. Plus ou moins officiel aussi. On sait plus trop où donner de la tête. Et alors moi, il y en a un en particulier qui me tient à cœur. Je sais que c'est pas le cas de la majorité des fans. C'est celui de Quentin Tarantino. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on en est sur celui-ci ? Alors celui de Quentin Tarantino, je vais te décevoir parce que globalement la dernière news qu'on a date de mi-décembre, dans laquelle il dit que globalement c'est mort. Alors l'idée d'un film par Quentin Tarantino date globalement de 2017, si je me trompe pas. Oh, c'est même plus vieux que ça. Hein. Ouais, mais c'est globalement concrétisé. Enfin, c'est beaucoup plus concret depuis 2017.
Et depuis 2019, on avait une quasi-officialisation, même si on en croit Quentin Tarantino, au final, ça serait pas le cas. Malheureusement, alors l'idée c'était de faire un film R-rated dans l'univers de Star Trek, donc sans pour autant avoir d'idée sur quel équipage ça serait. Est-ce que ça serait un équipage connu, est-ce que ça serait un film à part, est-ce que ce serait des humains de Starfleet, est-ce que ce serait autre chose. On n'a jamais eu totalement de détails là-dessus. Mais il avait une vraie volonté de faire un film Star Trek. Alors sachant qu'en parallèle, il a toujours dit qu'il s'arrêterait à 10 films et que cet été est sorti son 9e film au cinéma. Donc ça aurait voulu dire que s'il faisait un film Star Trek, ça aurait été son dernier film, ce qui peut être ce qui est intéressant, mais ce qui peut être particulier dans le cas de Quentin Tarantino, on l'attend pas forcément là. Et du coup, mi-décembre, on a appris via un site qui s'appelle Consequence of Sound, dans une interview qui lui demande s'il est toujours dans l'idée de s'arrêter à 10 films. Il dit oui, et du coup le site demande si ça serait Star Trek, et il nous répond que pense qu'il va s'éloigner de Star Trek et que ça se fera pas, et que de toute façon il a jamais vraiment discuté avec Paramount sur le sujet. Donc là, on se rend compte qu'en fait que le film a jamais vraiment été concret et que c'était presque une fan théorie qui se serait concrétisée peut-être par la suite si le studio y trouvait des avantages. Ce qui aurait probablement été le cas puisque la Paramount a bien besoin d'un succès de temps en temps. Un Tarantino, ça peut aider. Pour l'instant, on part sur l'idée que ce film est mort. Ok, et alors, moi ça me déçoit quelque part, mais toi Romain Brami, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas, moi je me méfie un petit peu des... C'est marrant, par le passé, quand on a recruté des stars pour faire des films Star Trek, ça s'est toujours mal passé en fait. Je me rappelle de John Logan. Je pense à John Logan par exemple, quand il avait été recruté en grande pompe pour écrire Star Trek Nemesis, et réalisé par Stewart Bird, qui était pas une star, mais qui était quand même un monteur d'action qui avait une grande réputation à Hollywood. Ça a donné le plus mauvais film Star Trek The Next Generation en fait. Tandis que quand on a recruté des mecs un peu obscurs qui venaient de la télé, des mecs bien, hein, mais je pense à Dick Meyer en particulier, qui étaient pas des Tarantino de leur époque, clairement, ça a donné les meilleurs films Star Trek. Et pour moi, les deux meilleurs films Star Trek, c'est Star Trek 2 qui est réalisé par Dick Meyer et Star Trek First Contact qui est réalisé par Jonathan Frakes, qui est pas non plus, enfin qui est un très bon réalisateur télé, mais qui est pas non plus une star, quoi. Enfin, pas une star réalisateur en tout cas. Donc moi le stardom autour de Star Trek, généralement, je trouve que ça a tendance à mal tourner. Donc je suis pas tellement impatient, pour te dire la vérité. Et toi, l'autre Romain ? Il me semble que de toute façon, dès le départ, quand Tarantino a commencé à parler du fait qu'il avait fait une proposition de pitch au studio et à J.J. Abrams, je crois que dès le début, il avait plus ou moins exclu le fait qu'il réalise lui-même ce projet. Je crois qu'il avait dit qu'il avait proposé l'histoire, qu'éventuellement il écrirait le script, mais je crois qu'il était vraiment pas du tout automatique qu'il en soit le réalisateur. Moi, ça m'a un peu moins étonné peut-être que d'autres personnes que Tarantino propose ses services pour Star Trek, parce que j'ai un souvenir très précis quand je suis allé voir Kill Bill en salle. Je suis allé le voir avec ma sœur au cinéma, et si vous vous souvenez bien, au début de Kill Bill, quand même avant que le film commence, il y a un carton qui dit la vengeance est un plat qui se mange froid, et en dessous c'est marqué proverbe Klingon. Et il y a deux idiots qui se marrent comme des baleines dans la salle, c'est ma sœur et moi à ce moment-là. Donc je pense que Star Trek, ça fait partie de la pop culture de Tarantino, avec plein d'autres trucs, mais c'est un truc qu'il respecte. C'est pas un truc qu'il aurait pris façon je vais en faire un détournement kitsch ou je ne sais quoi. Donc moi ça m'aurait plu de voir son interprétation, puisque tout comme malgré tous ses défauts, le premier film de J.J. Abrams a quand même permis de ressusciter la franchise. Après Nemesis et Enterprise, Star Trek c'était mort, hein, faut être très honnête. Et là après le film de Justin Lin, Star Trek Beyond, pareil, on tombe dans un truc où finalement ça retombe à plat tout de suite. Donc finalement ça aurait pu être un électrochoc pour le pan cinématographique de Star Trek de voir Tarantino peut-être pas réaliser, mais en tout cas superviser le film. Donc moi j'aurais quand même été curieux de voir ce que ça donne au final. D'accord. Alors, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que la franchise cinématographique, elle se dirige dans une autre direction, qui serait où Noah Hawley reprendrait la main, donc le créateur de la série Fargo et de bien d'autres choses qui sont, franchement, c'est quelqu'un qui est vraiment, moi, je trouve, qui est assez talentueux et dont les dernières déclarations envers Star Trek me semblent aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il lorgnerait plus sur le côté intellectuel qu'action, même concernant des films entre guillemets à grand spectacle. Donc moi je trouverais que ça serait plutôt pas mal. Vous en pensez quoi là ? Par exemple Romain Brami, encore lui ?
Je voulais rebondir sur un truc qu'a dit Romain. J'ai dit que quand des stars étaient arrivées sur Star Trek, ça s'était toujours pas bien passé. Ça s'était pas toujours bien passé. Il s'avère que j'aime beaucoup le reboot de J.J. Abrams de 2009, alors que J.J. Abrams est une star. Mais par contre, derrière J.J. Abrams, il y avait un mec qui s'appelait Alex Kurtzman, qui a prouvé entre-temps qu'il connaissait assez bien la franchise Star Trek. Et je pense que Abrams sans Kurtzman, le film aurait été très 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 différent. C'est sujet à discussion quand même. Hein. C'est sujet à discussion, mais voilà, si on va pas parler de Star Wars, mais il y aurait des trucs à dire aussi. Non, surtout qu'au départ, Kurtzman, enfin, il y avait un duo de scénaristes qui était Kurtzman et Roberto Orci. Ouais, exact. Et en fait, à la base, dans le duo, c'est Orci qui était vraiment le vrai fan de Star Trek, et Kurtzman le disait qu'il y connaissait rien. Et en fait, c'est Orci qui a tout expliqué à Kurtzman, et Roberto Orci devait réaliser le troisième film du reboot. Il s'est fait virer parce que visiblement ça faisait trop film de fans avec trop de références. Et en plus Orci visiblement a un peu pété les plombs en mode théorie du complot. Et depuis cette époque-là, il ne fait strictement plus rien. Il est devenu tricard Hollywood et Kurtzman ne bosse plus avec lui. Mais Kurtzman a fait une espèce de crash course sur Star Trek. Il n'y connaissait rien il y a 10 ans. Et maintenant, il se retrouve à la tête de la franchise. Je trouve ça assez fascinant. Moi, c'est complètement fou. Mais alors Manu, toi, est-ce que tu as des nouvelles, toi, par exemple, de ce projet-là ? Alors tout à fait. Alors déjà, je vais commencer à dire que l'idée d'un Star Trek 4, même si c'est un peu une hérésie de dire Star Trek 4, parce qu'il a toujours été en fait... les films Star Trek, même depuis le reboot, sont toujours dans la continuité officielle de la série de films d'avant. Donc c'est pas vraiment un 4, mais ça serait, si je compte bien, un 13 ou 14. Ouais. L'idée d'un Star Trek 4 dans cette Kelvin Timeline traîne depuis longtemps et était en fait paralysé par le fait qu'il y avait des négociations avec Chris Hemsworth et Chris Pine, donc les Kirk père et fils, qui n'aboutissaient pas parce que la Paramount ne voulait pas leur donner un plus gros salaire, alors que je pense dans une franchise comme ça, ils auraient pu mériter quelque chose, quoi. Toujours est-il que c'est tombé globalement à l'eau et que ça n'arrivait pas, cette suite de films Bad Robot. Et en novembre dernier, donc Noah Hawley a été annoncé pour reprendre les films Star Trek. Alors il faut voir que ça se trouve au nexus de plusieurs éléments. À la base, il a été annoncé pour reprendre la suite, même si c'est plutôt les sites de news, d'après moi, qui sont un peu emballés en tant que à annoncer une suite avec Chris Pine, alors que les infos officielles disaient juste que Noah Hawley allait faire des films dans l'univers de Star Trek. On sait depuis hier, depuis 1 ou 2 jours, que au final il va pas reprendre la suite et que ça sera pas du coup l'équipage de l'Enterprise de Kirk, Spock et compagnie. Il va plutôt partir sur des nouveaux personnages et du coup une nouvelle histoire dans cet univers. Au niveau de la timeline, la Kelvin Timeline a été inventée. Alors je pense que j'apprends rien à vous qui m'écoutez, qui êtes avec moi aujourd'hui, mais peut-être que les auditeurs le savent pas. Il faut savoir que les films Star Trek sont produits par la Paramount et les séries Star Trek appartiennent à CBS, et que les deux faisaient avant partie d'un même groupe et se sont séparés en 2006, donc entre Nemesis et le reboot de J.J. Abrams. Et ça a entraîné un certain nombre de problèmes de droits d'utilisation de personnages et de timeline et de droits de merchandising. En fait, il fallait que Paramount crée quelque chose de nouveau avec une image différente pour pouvoir profiter des droits de merchandising. Tout ça fait que on a eu des complications des deux côtés à ne pas pouvoir utiliser certains éléments, que ce soit dans les designs ou dans les histoires ou autres. Et que l'été dernier, CBS et Viacom, qui possèdent la Paramount, ont annoncé qu'ils allaient refusionner, et que du coup, de cette refusion pourrait venir la possibilité de réunir sous un même toit tout l'univers Star Trek. Du coup, films et séries pourraient revivre ensemble. Il y a quelqu'un qui voulait réagir ? Ouais, non, c'est encore pire que ça, la séparation de Viacom et CBS. C'est que, en fait, quand ils se sont séparés, ils avaient décidé en gros, les franchises cinéma allaient chez Paramount et les franchises télé allaient chez CBS. Sauf qu'ils se sont dit, mais merde, comment on va faire avec Star Trek, puisque c'est du cinéma et de la télé. Et c'est là qu'il y a eu un mec qui a eu une idée géniale. Il a dit, bah, t'es pas grave, tu gardes les films, mais moi je prends les télés. Sauf que c'était très bien pour tout ce qui était le passé, mais pour tout ce qui est le futur, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'encore aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut voir les séries sur Netflix, mais les films sur Amazon, par exemple. Mais sauf que quand il a été s'agit de produire des nouveaux programmes, ça a été une catastrophe, puisque d'un seul coup, les séries ne pouvaient plus utiliser ce qui était fait dans le cinéma, et le cinéma ne pouvait plus utiliser ce qui était fait dans des séries. Et ce qui est quand même, ce qui va à l'inverse de tout ce qui était Star Trek au cinéma, qui est peut-être la franchise où la continuité entre télé et cinéma était la plus forte jusqu'à présent. C'est un cas d'école même. C'est carrément un cas d'école. C'est fou cette décision qui avait été prise en 2000. Combien t'as dit 2010, c'est ça? Non, 2006. Incroyable. C'était même, tu parlais de continuité série-film. C'est même le deuxième film, du coup, La Colère de Khan, est littéralement la suite d'un épisode de série télé de la série originale. Ouais, et si t'as pas vu la série, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est vrai que le prolongement était énorme. Vous vous rappelez, par exemple, quand dans Star Trek First Contact, ils changeaient d'uniforme, quelques mois plus tard, on voyait les nouveaux uniformes arriver sur Star Trek Deep Space Nine, par exemple. Ils avaient inventé le Marvel Cinematic Universe avant tout le monde. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que pour nous, les fans, ça créait des super moments quand on voyait, même si c'était du fanservice, mais quand on voyait Worf et le Defiant dans Star Trek First Contact, quand t'étais fan à l'époque, c'était un moment de... Ou le Docteur holographique. Ou le Docteur holographique, c'était rien, mais ça faisait super plaisir. Et ça, c'était plus possible depuis 2006, quoi. Ce qui était hallucinant quand même, quoi. Alors la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était utiliser des personnages comme Spock ou des choses comme ça qui sont assez transverses et qui se permettaient d'utiliser entre séries et films. Toujours est-il qu'en plus de cette refusion à venir, alors je sais pas quand est-ce concrétisé exactement, mais elle a été annoncée en juin ou juillet. Je crois que c'est fait, ça a été officialisé le 19 décembre. Le 19 décembre 2019. Voilà. Juste après l'annonce de Noah Hawley, du coup, ça tombe à pic pour Picard, ça tombe à pic pour les futures séries qui seront dans le même univers, puisqu'il y en aura un certain nombre, on le verra plus tard. Toujours est-il que Noah Hawley, qui avait été annoncé à la base, supposé reprendre la Kelvin Timeline, du coup cette réalité alternative créée dans le reboot de J.J. Abrams et chapeautée par Bad Robot, tout ça se passe en même temps que la fin du contrat avec Bad Robot sur la franchise, qui nécessiterait de renégocier un contrat s'il y avait un quatrième film produit par Bad Robot dans tout ça. Donc au final, Paramount a tout intérêt à pas le faire, puisque là, à la base, ils ont négocié avec Bad Robot, même s'ils partageaient les droits de merchandising, pour avoir au moins une partie des droits de merchandising. Là, au final, négocier avec Bad Robot, ça serait abandonner des droits par rapport à ce qu'ils ont maintenant, puisqu'ils ont tout. Donc voilà, on se retrouve dans une situation où on va avoir l'univers Star Trek sous un seul toit, qui devrait ravir tous les fans, parce que voilà, les choses devraient être un peu mieux gérées, et où on est un peu plus dans l'expectative sur ce que va faire Noah Hawley, mais on sait qu'il y a des chances qu'on abandonne cette Kelvin Timeline et qu'on retrouve l'univers original pré-modification. Donc est-ce que ça sera dans le futur? Est-ce que ça sera dans le passé? Est-ce que ça sera à une époque? On sait que Noah Hawley a cité l'esprit de Next Generation comme exemple, l'esprit qui pour lui est la quintessence de Star Trek, qui, on en reparlera tout à l'heure, mais qui n'est plus l'esprit de l'univers Star Trek de l'époque Picard, puisque des événements se sont produits et qu'on est un peu plus dans un esprit moins pacifique, dirons-nous. Mais peut-être qu'il se servira de cette époque de Next Generation, peut-être qu'il ira loin dans le futur, loin dans le passé, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il a été annoncé sur un film, peut-être une trilogie, donc ça serait envisageable, mais de toute façon on sait que les films futurs dépendent toujours du succès d'un film à un moment donné, et que on s'engage plus sur 3 films comme ça sans avoir des garanties. Donc ça m'étonnerait il doit avoir des options, mais ça m'étonnerait qu'il signe pour une trilogie directement en mode un plan sur 3 films, et s'il se craque, tant pis, on continue, quoi. Juste Manu, pour ajouter une petite chose sur J.J. Abrams et Bad Robot, il y a aussi le fait que J.J. a signé un contrat d'exclusivité absolument gargantuesque avec Warner, et qui a quasiment aucune chance pour qu'il re-signe un contrat avec je pense que légalement il n'a plus le droit de signer un contrat avec Paramount ou avec Disney pour Star Wars ou Star Trek, etc. Donc à mon avis, J.J. Abrams et Star Trek, dans les prochaines années, c'est fini. Yes! Et si je peux rajouter un dernier truc, genre, en ce qui concerne les films, et avec quelle
personnage et quel casting ça pourrait se faire. Mais il se trouve que l'an dernier, au mois d'avril, lors du festival Cannes Série à Cannes, j'ai notamment interviewé Zachary Quinto, qui était là pour présenter la série Nosferatu, la très mauvaise série Nosferatu. Et donc Zachary Quinto qui joue Spock dans en effet les reboots. Va pas nous mettre mal avec Amazon Prime. Voilà. Pas maintenant. Et donc, je lui ai demandé, comme en fin d'interview, à votre avis, est-ce qu'on a une chance de vous revoir dans le rôle de Monsieur Spock ? Et il était vraiment très pessimiste et il m'a dit que, grosso modo, hormis éventuellement le projet Tarantino, il y aurait quand même très peu de chances pour qu'on les revoie au cinéma, tout cet équipage-là. En tout cas, tout ça c'est très bien. Moi je trouve que c'est des bonnes nouvelles de se dire que voilà, tous les droits sont enfin regroupés à un seul moment. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Romain, c'est vrai que pour moi c'est un cas d'école Star Trek en termes de transmédia, d'univers partagé entre plusieurs séries et un univers cinématographique. Et que par contre, ce qui nous a toujours manqué, c'est une espèce de super Star Trek, quoi. C'est une sorte d'Avenger Star Trekien. C'est ce qu'il voulait faire après Nemesis, en fait. Et du coup, justement, c'est ce que je me dis, c'est que Star Trek Picard, là, qui arrive, peut-être, ça pourrait être une opportunité pour aller vers cette solution-là. What the hell are you doing out here, Picard? Saving the galaxy? Engage. On va commencer enfin à en parler de Star Trek Picard parce que c'est quand même moi ce qui anime mon envie de créer ce podcast, c'est justement de parler de Star Trek Picard parce que c'est quand même vraiment très très émoustillant. Ça anime tes nuits même, tu peux le dire. Je peux non, c'est vrai. Il faut pas le dire trop fort parce que ma femme est à côté, mais oui, tu as raison. Je rêve de Patrick Stewart. Ça réveille son petit bonhomme. C'est ça. Donc on va commencer à parler de Star Trek Picard. Donc, ordinateur, est-ce que tu peux nous présenter la série ? Star Trek Picard est une série télévisée de science-fiction américaine créée par Alex Kurtzman avec Michael Chabon en showrunner. Elle sera diffusée à partir du jeudi 23 janvier 2020 aux États-Unis sur le service de vidéo à la demande CBS All Access et le vendredi sur Amazon Prime Video à l'international. Très bien. Ordinateur, est-ce que tu peux aussi nous donner le synopsis ? Patrick Stewart y reprend son rôle du capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek La Nouvelle Génération et des films qui ont suivi. 20 ans après le conflit avec les Romuliens et son clone Shinzon, l'ancien capitaine et amiral Jean-Luc Picard est très affecté par la destruction de Romulus. Donc, merci l'ordinateur, c'est super sympa. Donc l'ordinateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voix de Marina qui nous rejoindra dans les épisodes à venir, du podcast évidemment. De toute façon, tous on attend cette série avec énormément d'impatience, ça fait presque 20 ans qu'on est en jachère de la nouvelle génération. Alors, j'ai une seule question. Moi ça fait 2-3 mois. Mais... Oui, toi oui, c'est sûr. Mais justement Manu, tiens, quelle est ton attente ? Quelles sont tes attentes globalement sur la série ? Mes attentes sont multiples. Revoir un Star Trek qui correspond un peu plus à mes attentes d'un point de vue idéologique. Par rapport à ce qu'on a pu voir un peu dans Discovery, peut-être plus sur la première saison, la deuxième rattrapait corrigeait un peu le tir, même si elle avait d'autres problèmes pour moi. Mais Picard est mon capitaine préféré, clairement, même si j'adore Sisko, j'adore Janeway. J'ai beaucoup plus de mal avec Kirk, désolé les Kirkistes, mais je suis un peu plus de cette époque, 24e siècle. Mais ouais, j'ai beaucoup. J'attends beaucoup par rapport à ce retour. J'attends de revoir un certain nombre de personnages qu'on a quittés plus ou moins bien. Alors il faut savoir que j'ai vu Nemesis hier. Normalement j'ai essayé de regarder tout en ordre chronologique de sortie, mais pour le podcast je me suis dit je vais regarder Nemesis même si je suis pas rendu là où il faut dans Enterprise, et de toute façon on s'en fout un peu parce qu'Enterprise est complètement après qu'elle. Et j'étais hyper content de revoir pendant 4 secondes et demie Janeway, parce que j'ai été très frustré il y a quelques semaines de ma fin de Voyager et du fait que à chaque fois qu'on quitte une série on a un peu du mal à abandonner ces personnages, puisqu'on les trois séries de Next Generation à Voyager ont fait 7 saisons et que ça fait quand même un certain nombre d'épisodes où on a vu tous ces personnages qu'on a appris à aimer. J'ai envie de revoir Seven of Nine, j'ai envie de revoir Janeway, j'ai envie de revoir Riker, Troy, tout ça. Data j'aimerais bien, mais bon, son destin on le reverra, on le sait, mais sous quelle forme.
et de découvrir surtout, moi ma plus grosse attente au final c'est découvrir le futur de l'univers, puisque en finissant Voyager je me suis rendu compte, on a Nemesis derrière, mais Nemesis est le point le plus lointain dans le futur qu'on ait vu de l'univers Star Trek, si ce n'est un petit voyage dans le temps qu'on verra dans Discovery plus tard. Mais depuis on a fait que des préquels, et ça m'emmerde un peu de se dire qu'on revient tout le temps dans le passé pour savoir comment on en est arrivé là et de pas savoir où on va par la suite. Et quand on finit une guerre contre le Dominion ou quand on revient de 7 ans dans le cadran Delta, moi j'ai envie de savoir ce qui se passe après, quoi. Et alors je sais qu'il y a du non canonique, on va dire, qui existe à travers la littérature ou les jeux vidéo, mais j'ai envie de voir à l'écran ce qui peut se passer pour tous les personnages et de les voir réunis. Et moi, ne serait-ce que voir Seven of Nine parler à Picard dans le trailer, ça m'émoustille, vous voyez. Genre, je me dis, ok, ces personnages se connaissent, ils interagissent. Et puis c'est logique en plus qu'ils se connaissent. Oui. C'est forcément quand Seven arrive sur Terre, il y a un gars avec qui elle doit parler, c'est forcément ce gars-là, quoi. Ouais, clairement, ouais. Et ouais, en plus, on sait que on va avoir on va revoir les Borg sous un nouveau jour, enfin sous un nouvel axe, on va dire. Et il y a pas mal de choses, je vais pas en parler tout de suite, mais il y a pas mal de choses qui sont teasées dans le trailer qui m'intéressent, ou même dans Children of Mars, le short trek qui est sorti hier. On va en parler. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, il y a pas mal de thématiques intéressantes que j'attends de voir. Voilà. Alors, et toi, Romain Nigita ? Alors moi, il y a des choses que j'attends et il y a des choses qui me font peur. Dans les choses que j'attends, c'est évidemment Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. Ça paraît absolument évident, mais je suis d'accord avec Manu, ça reste le plus fabuleux des capitaines dans l'une des 2 meilleures séries Star Trek, à mon sens, parce que moi mes 2 séries préférées sont La Nouvelle Génération et Deep Space Nine. Patrick Stewart est un acteur extraordinaire, le personnage est extraordinaire, donc on a envie de le revoir. Ça, il y a absolument aucun doute là-dessus. Genre quand ils ont annoncé, donc il y a quasiment 2 ans maintenant, que cette série allait exister, c'était absolument incroyable, c'est un truc qu'on n'attendait absolument pas. Donc grosse envie de voir ça. Exactement comme Manu, très content de voir enfin le futur de l'univers Star Trek. Pareil, je trouvais ça dommage qu'on ait que des préquels jusqu'à présent. Donc voilà, je vais pas développer parce que je suis vraiment d'accord avec Manu là-dessus. Maintenant, j'ai 2 peurs. Il y a une peur à laquelle je pensais pas, et c'est Manu qui vient d'y faire penser parce qu'il vient d'en parler. Les Borg. J'aime beaucoup les Borg, mais en même temps, j'en peux plus. On les a vus à toutes les sauces. J'adore le film Premier Contact comme tout le monde, donc je vais pas revenir sur le côté parfait de ce film, mais on les a vus et revus dans Voyager, on n'en pouvait plus. Les quelques fois où on les a vus dans Enterprise, on en a marre. Donc à moins de vraiment les réinventer d'une manière totalement radicale, moi honnêtement les Borg, j'en fais une overdose. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'était les Klingons, mais moi c'est les Borg, je me dis merde, faut inventer un truc nouveau. Le pire c'est qu'on les voit pas tant que ça en vrai. Avec Voyager on en a vraiment soupé. Enfin ça c'est mon. Je crois que sur toute la franchise ils ont 17 films et épisodes. Ouais, voilà, c'est vrai, on les voit pas tant que ça. C'est la menace qui est constante, c'est le high level en termes d'enjeux et de menaces, mais on les voit pas tant que ça. Il faut trouver autre chose. Pourquoi retomber tout le temps dans les mêmes trucs ? Ah, mais tu verras, je pense que ce n'est pas... Ouais, je pense que tu seras rassuré. Bah, j'espère. Et l'autre peur que j'ai, et ça j'y pensais aujourd'hui, j'y pensais pas jusqu'à maintenant, la série s'appelle Star Trek... Alors, attention, c'est une hypothèse de ma part, c'est pas un spoiler, je n'ai pas encore vu les épisodes. Hein. On t'écoute. La série s'appelle Star Trek Picard. Ouais. La plupart des séries, enfin même toutes les séries Star Trek à part les 2 premières, à chaque fois le mot qui complète Star Trek, c'est le nom d'un vaisseau ou d'une station spatiale. Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery. Oui. Là, on se dit, bah tiens, c'est bizarre, c'est le nom d'un personnage. C'est jamais arrivé qu'une série Star Trek s'appelle du nom d'un personnage. Et encore une fois, c'est une hypothèse. J'ai l'impression qu'en fait, ils vont nous faire un coup du genre, Picard meurt dans le premier épisode, et en fait, c'est les aventures de l'équipage du vaisseau USS Picard. Non, j'y crois pas une seconde. J'ai très peur de ça. Non. Ou à la fin de la première saison, enfin un truc dans ce genre-là. Ouais, je t'avoue que j'y ai pensé aussi parce que moi je me suis, mais pas que ce soit fait volontairement, parce que je veux dire, Patrick Stewart c'est quand même un acteur qui est assez âgé et on sait jamais, tu peux pas être à l'abri qui décède malencontreusement comme Carrie Fisher avec Star Wars par exemple. Et là t'as William Shatner qui lève la main et qui fait je le remplace, c'est bon, vous inquiétez pas. Les gars. Ah putain, non pitié. Et donc, mais je pense que les scénaristes ils ont effectivement cette option dans un coin de la tête, mais je pense pas du tout que non, je pense que c'est vraiment axé sur Picard, que Patrick Stewart va faire les 3 saisons qui sont prévues, parce que d'après ce qu'on a compris, il y aurait 3 saisons, donc des saisons de 10 épisodes, donc ça ferait une 30aine d'épisodes.
parce que l'ensemble de la série serait feuilletonnant, donc c'est une histoire finalement, 30 épisodes, une histoire, a priori, c'est ce qu'on avait compris. Donc ouais, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout dans ce sens-là. Je comprends ta crainte, mais je pense pas qu'elle soit fondée. Et toi, Romain ? Alors moi je rejoins toutes vos attentes et quelques-unes de vos craintes, sauf cette théorie ridicule sur l'USS Picard. Mais c'est pas si ridicule que ça. Rendez-vous dans quelques semaines. En termes d'attente, il y en a deux que vous avez cités déjà, donc je vais aller très bref. C'est repartir dans le futur. Star Trek, c'est une série qui est censée raconter l'avenir, pas le putain de passé. Et je suis vraiment content qu'on retourne enfin dans le futur. La deuxième, c'est de revoir des gens qu'on aime. Hein. C'est aussi con que ça. Mais moi, j'avais dit quand il y avait eu la première ou la deuxième bande-annonce, quand on voyait Riker et Troy pour la première fois, j'avais dit, je crois que la série, ça serait 10 heures de Picard, Riker et Troy qui dînent autour d'une table. Je serais content. Et c'est un peu exagéré, mais fondamentalement, c'est pas faux, si tu veux. Par contre, dans mes craintes, et en fait c'est directement lié à ce que je viens de dire, moi aussi j'ai peur de ce titre Star Trek Picard, parce que finalement je me rends compte que ce qui fait une bonne série Star Trek et ce qui fait une moins bonne série Star Trek, c'est c'est non pas le développement d'un personnage, mais c'est le développement de tous ces personnages. Et je pense que si on aime tellement Star Trek The Next Generation et Star Trek Deep Space Nine, c'est que ce sont des séries qui nous ont créé un attachement émotionnel extrêmement fort envers la totalité de l'équipage. Et bien qu'on adore Patrick Stewart et qu'on adore le Captain Sisko, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on aime tout autant Data, Riker, Kira, Odo qui nous a quittés il y a pas longtemps, etc. etc. Et moi il y a un truc qui me fait un tout petit peu peur, c'est finalement la starification autour de Patrick Stewart, qui est méritée, hein, c'est un acteur légendaire, mais finalement j'ai peur qu'on en fasse une espèce de, tu vois, un peu ce que Tom Cruise a fait avec Mission Impossible au cinéma, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un truc qui soit propre, une belle série d'action, etc., mais en même temps avec un risque que finalement, quelque part, on piétine un petit peu ce qui fait un Star Trek, comme on a piétiné un peu ce qui fait Mission Impossible, en faisant finalement un action movie centré autour d'un seul personnage. Je pense pas que ça va prendre cette voie, j'ai plein de raisons de pas le penser, mais j'ai quand même encore un petit peu la crainte au vu du titre, au vu des bandes annonces. C'est vraiment parce que j'ai le sentiment que, au final, pour moi et pour beaucoup de gens, Picard représente l'esprit Star Trek dans sa philosophie, et même au sein de la série ou des films, on le voit régulièrement s'opposer à Starfleet ou autre, quand il n'est pas d'accord avec... quand Starfleet veut faire quelque chose qui est, d'après lui, contre l'esprit de la Fédération. Et j'ai un peu ce sentiment qu'on va se retrouver... c'est sûr qu'on va se retrouver dans un univers où la Fédération a perdu son esprit utopique, et où on est passé complètement sur un monde un peu plus pessimiste comme celui qu'on a aujourd'hui. C'est clairement une critique du monde d'aujourd'hui. Et où Picard viendrait comme celui qui vient rapporter la flamme de l'esprit Star Trek à la franchise. C'est limite la métaphore de la série qui vient remettre de l'ordre dans un univers qui a perdu son esprit originel. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Et alors, pour ma part, mes attentes, vous les avez bien résumées. Voir le futur, enfin, c'est pas trop tôt. Revoir Picard, revoir l'ensemble des personnages qu'on a aimés, dont on aimerait avoir des nouvelles, parce que c'est vrai que Manu, tu l'as dit tout à l'heure, le final de Voyager, il est quand même vachement précipité. On n'a pas le temps vraiment d'apprécier ce final et de dire au revoir à plein de personnages qu'on a appréciés. Ce qui n'est pas forcément le cas de Deep Space Nine, qui était plutôt réussi à ce niveau-là, mais dont effectivement, la guerre contre le Dominion, forcément ça a des répercussions sur Starfleet et sur la Fédération qui deviennent de plus en plus sombres, une part d'ombre qu'elle a toujours eue, hein, parce que si vous vous souvenez, dans la série originale, ou dans la Next Gen, et puis bien sûr dans Deep Space Nine et autres, à chaque fois que l'équipage rencontre un capitaine ou un amiral, c'est une fois sur deux, c'est un enfoiré. Une fois sur deux, surtout dans la série originale. Surtout dans la série, mais aussi un peu dans la Next Gen, hein, souviens-toi de Pegasus, il y a plein d'exemples comme ça. Et puis le film Insurrection, c'est même le sujet, quoi. Picard le dit même à un moment donné à celle qui est sa chérie le temps d'un film, il lui dit la Fédération elle a un peu besoin de moi parce qu'elle est en train de partir un peu en couille à cause de personnes qui ont un peu oublié quels étaient les idéaux de cette organisation. Et ce qui est quelque part complètement logique du fait de la post-guerre Dominion, ça me semble normal que ça aille dans ce sens-là.
J'allais dire un truc, mais ça on en parlera dans la partie spoiler tout à l'heure. Donc je pense que tout ça s'articule. Tout ça, déjà, cette part d'ombre de Starfleet et de la Fédération a toujours été présente, parce que il y a beaucoup de fans qui râlent en disant « j'espère que ça va pas être Picard contre Starfleet, pourquoi Starfleet n'épaule pas Picard ?» Mais attendez, dans la série, la Next Gen, la série originale, dans Deep Space Nine, Voyager, il y en a plein d'exemples qui nous montrent comme ça que Starfleet, la Fédération, c'est pas un truc homogène où tout le monde est raccord au niveau idéologique, et que peut-être Picard, Pike, Kirk, Janeway, peut-être pas Sisko, sont des modèles de vertu parmi un monde qui est certes utopique, mais pas parfait non plus. Donc je te rejoins complètement là-dessus, et je pense que ça va vraiment faire du bien, et que ce soit Picard qui ramène ça. Et je pense qu'effectivement, on a raison, on peut avoir la crainte que Star Trek Picard, ça se focalise sur ce personnage-là, mais je pense que c'est purement du marketing, et que effectivement tous les personnages secondaires qui vont être développés autour de ce personnage iconique qui est Jean-Luc, font qu'on aura cette idée d'équipe, parce que Star Trek, oui c'est vrai, c'est un équipage, c'est une famille, c'est vraiment une équipe soudée, des personnages secondaires travaillés, et qui font que ça va par là. Du coup, ce sera donc l'équipage de l'USS Picard, écoutez-moi. Oui, non, alors, et tu sais quoi, mais moi je pense que la série va se terminer sur la création d'un USS Picard. Et je pense que c'est une très bonne idée, tu as raison. Du coup, je vais en... Mais moi, je me demande si on n'aura pas déjà un USS Picard dans la série. Tu crois ? Cette espèce de crew en mode Rogue One, un peu constitué de Romuliens et d'un peu toutes les races. Pourquoi pas et qui vénèrent Picard pour des raisons dont on reparlera tout à l'heure. À mon avis, ce serait pas déconnant que leur vaisseau s'appelle Picard, quoi. Mais c'est pas forcément le Union Starship Picard, mais le Picard tout court ou quelque chose comme ça, quoi. Alors, c'est dommage, j'avais toute une liste des personnages de la série Picard et des acteurs, et je viens de la perdre. Alors c'est pas grave, parce que je vais en profiter pour vous parler justement des comics qui sont sortis chez IDW, qui sont une préquelle. Donc c'est une mini-série de 3 épisodes, donc en gros ça fera 60-70 pages une fois tout terminé. Donc il y a 2 épisodes qui sont sortis, le 3e va sortir à la fin du mois, donc après le lancement de la série. C'est une mini-série qui s'appelle Countdown, comme les comics préquels du film de J.J. Abrams en 2009. Alors c'est marrant parce que c'est écrit par Kristen Beyer et Mike Johnson, dont ce dernier avait déjà écrit justement une partie de Countdown de 2009. Donc en gros, il raconte plusieurs fois la destruction de Romulus, mais de façon différente, parce que du coup forcément le comics de 2009 qui on imaginait était canonique par rapport au film de J.J. Abrams, sort complètement du canon, parce que là du coup c'est une autre réalité. Picard n'est pas ambassadeur et là il est amiral. Donc en fait ces comics se situent à peu près à la même période que le dernier short trek dont on parlera tout à l'heure, Children of Mars, qui se passe donc, si je me souviens bien, 7 ans après Nemesis et 13 ans avant la série Picard, et qui nous montre justement comment la Fédération et Starfleet s'organisent pour aider les Romulans à migrer, tout simplement parce que Romulus va être détruit par la supernova qu'on voit dans le film Star Trek 2009 de J.J. Abrams, sauf que cette fois-ci on le voit du côté du Prime Universe. Donc moi je trouve quand même ça intéressant d'avoir un événement qui est dans 2 univers parallèles, entre guillemets. Je trouve que c'est quand même un bon concept, je trouve ça plutôt pas mal, même si j'ai beaucoup de griefs contre J.J. Abrams, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc ouais, on voit donc Picard qui est avec son nouvel équipage, donc sur un autre vaisseau dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. C'est le Verity, je crois. C'est le Verity, ouais, merci. Et avec donc un nouveau numéro 1 qu'on voit dans la série, qui est joué donc par une actrice que j'adore, qu'on avait vu dans Law & Order Special Unit Victims et récemment dans Evil Dead versus Ash versus Evil Dead. Alors si vous avez le nom, aidez-moi, parce que là j'ai Michelle perdu mes notes. Pardon ? Michelle Hurd. Merci, voilà, c'est elle. C'est une actrice que j'ai toujours adorée, j'ai toujours trouvé que c'était bizarre qu'elle ait pas plus une meilleure carrière. Donc c'est le nouveau numéro 1 de Picard, et ensemble ils vont essayer donc d'organiser ça, sachant que sur Mars il y a des espèces de chantiers navaux spatiaux commandés par La Forge pour justement créer très rapidement un très grand nombre de vaisseaux spatiaux pour aider les Romulans donc à quitter l'Empire Romulan, parce que c'est pas que Romulus, évidemment, ils sont dispatchés dans tout un empire, dans tout un certain nombre de systèmes planétaires. Et donc Picard se rend dans l'histoire, bon je vais pas trop spoiler, mais il se rend
sur une planète colonisée par les Romulans, où il y a des vignes qui sont aussi traitées par qui sont travaillées par une population locale, et parmi laquelle, en fait, en gros, Picard est là pour évaluer le nombre de personnes de Romulans à faire évacuer. Et les Romulans n'ont pas intégré dans la liste des gens à évacuer les locaux, en fait, qu'ils utilisent un peu comme des esclaves. Donc du coup, ce qui va créer donc un problème entre Picard et puis le gouvernant de cette planète-là. Donc ça, c'est le point de départ de ce comics, et qui est donc très important parce qu'effectivement, il met en place certains personnages qu'on va découvrir dans la série Star Trek Picard, et qui est aussi assez important par rapport à ce dont on parlera tout à l'heure, par rapport au short trek de Children of Mars. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus par rapport à vos attentes sur la série Star Trek Picard ? Ouais, ce qui est intéressant, pour revenir sur les comics, c'est qu'en effet, tu as cité le countdown du premier film d'Abrams, le countdown de 2009, qui était pas mal. Où on voyait déjà l'implication de Picard, même si en effet, visiblement, ça a été un peu modifié, mais Picard qui était déjà impliqué dans la tentative de sauvetage de Romulus en compagnie de Spock. Puisque donc... il avait rencontré Spock, évidemment, au cours de la nouvelle génération, dans le double épisode Unification, dans lequel il y avait déjà la tentative de rapprochement entre Vulcain et Romulus. Et je trouve ça intéressant qu'on ait gardé cet aspect-là du personnage, son côté diplomate, puisque c'était ça la grande force du personnage de Picard dans la nouvelle génération, qui venait vraiment en opposition au personnage de Kirk, c'est que Jean-Luc Picard est un diplomate. C'est celui qui essaie de résoudre les problèmes. Et donc là, on le voyait à nouveau dans ce rôle-là, et je trouve ça assez génial qu'ils aient gardé cette idée-là, et qu'ils l'aient vraiment développée comme base de la nouvelle série. Ça, je pense que c'est vraiment une idée que je trouve assez formidable. Mais ça répond même à Star Trek Nemesis, où il y a déjà une tentative de rapprochement entre les Romuliens et la Fédération avec Picard au centre. Et tout à fait, alors ça tombe bien que vous en parliez, parce que là, c'est le moment de sortir, parce que c'est une question qu'on nous a surtout posée sur Twitter. Si je suis un newbie en Star Trek, que j'y connais rien, quelles sont les listes d'épisodes que je dois regarder pour pouvoir apprécier Star Trek Picard? Donc c'est le moment d'en parler. Et vous faites comme Manu, vous nous emmerdez pas, vous mettez devant votre télé, vous tapez 260 heures de Star Trek. Merde. C'est les soldes en plus, les coffrets sont pas chers. Ils sont gâtés les gens aujourd'hui, putain. Ah mais là on a que 2 semaines, donc là parce que moi j'ai calculé, je crois qu'il faudrait plus de 2 mois tout regarder d'affilée sans dormir, il faudrait plus de 2 mois. Donc là les gens ils ont pas le temps, il reste plus que 2 semaines, donc on va les aider un petit peu. Donc je vais demander à chacun de préparer donc une liste d'épisodes selon des arcs particuliers. Donc là moi je vais commencer avec l'arc Romulan, puis tout à l'heure Romain Nigita nous parlera de l'arc Picard. Romain Brami l'arc des autres personnages, et Manu terminera avec les Borg. Donc quels sont les 5 épisodes à voir absolument concernant les Romulans pour comprendre un petit peu, ou en tout cas bien entrer correctement dans la série Star Trek Picard? Tout simplement, pour moi l'évidence c'est commencer par la série originale, par Zone de Terreur, l'épisode de Paul Schneider de la saison 1, l'épisode 8, où en fait on découvre cette race de Romulans qui est en fait une espèce de race cousine éloignée des Vulcains. En fait, aux patrouilles aux confins de la zone neutre romulienne, l'entreprise capte un message d'alerte d'un avant-poste. En fait, il y avait un conflit qui avait déjà eu lieu entre la Fédération et les Romulans un siècle plus tôt. Bon, ils se connaissaient pas, ils communiquaient que par audio. Et suite à cette guerre, donc il y a une zone démilitarisée qui s'appelle la zone neutre. Donc il y a une zone très importante dans l'univers de Star Trek qui a été mise en place avec un traité. Et déjà à l'époque, il y a un commandant romulan qui refuse d'abandonner son vaisseau, et avant de se faire exploser, il déclarait déjà à Kirk que dans une autre réalité, si ça avait été possible, dans une autre vie, ils auraient pu être amis en fait. Donc dès le début, ce sont une race très antagoniste à la Fédération, mais quand même où on sent qu'un certain rapprochement pourrait se faire parce qu'ils ont quand même des points communs. Donc là, c'est la base de la base, ça nous permet de comprendre qui sont les Romulans et leur place dans l'univers de Star Trek, qui est donc une place de choix en fait. Ensuite, The Defector, l'épisode 10 de la saison 3 de la nouvelle génération, écrit par Ronald D. Moore, donc le créateur entre autres de Star Trek Deep Space Nine et de Galactica Battlestar évidemment. Donc patrouillant le long de la zone neutre romulienne, l'Enterprise D, donc le vaisseau de Picard, détecte un petit vaisseau en train de traverser la zone neutre pour entrer dans le territoire de la Fédération,
Et ce petit vaisseau est poursuivi par plusieurs vaisseaux romulans. En fait, il s'agit d'un gars qui déserte, tout simplement, un amiral, qui veut prévenir la Fédération d'une guerre imminente menée par les Romulans, mais les choses ne seront pas aussi simples que ça. Alors cet épisode-là, il est vraiment très intéressant parce qu'il permet de voir l'évolution de cette race en tant qu'antagoniste à la Fédération à l'époque de Star Trek Picard, la relation de Picard avec cette race, qui est plutôt une relation ambivalente, et aussi c'est un épisode qui met à la fois Picard en avant bien sûr, mais aussi Data, donc je pense que vu ce qui nous attend, c'est un très très bon épisode pour rentrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, Romain Nigita l'a cité tout à l'heure, le double épisode Unification, et pas des moins, qui n'est pas un petit épisode, c'est vraiment un double épisode, donc il y a une partie 1 et une partie 2, qui met en scène non carrément Sarek, le père de Spock, mais Spock lui-même, où en fait on découvre que Spock en underground, il essaye de réunir en fait les Romulans et les Vulcains pour la paix, tout simplement, pour faire développer la paix. Au début, on pense que Spock est un traître, donc Picard et Data vont enquêter pour découvrir ce qu'il en est en réalité, et donc on découvre que oui, Spock met toute son expérience d'ambassadeur en œuvre pour essayer de créer la paix entre l'Empire Romulan et la Fédération. Et c'est bien sûr des choses qu'on va voir ensuite développer dans le film de J.J. Abrams en 2009, qui se solderont par la destruction de Romulus. Et donc du coup, ça renvoie aussi à Nemesis, le dernier film de la nouvelle génération, avec Picard, et bien sûr avec la mort de Data. Donc grosso modo, effectivement, tous les films de la nouvelle génération, si vous n'avez jamais vu de Star Trek ou de Star Trek Next Gen, voyez au moins les 4 films, mais au moins, surtout le dernier, parce qu'il est forcément lié très intimement avec la série Picard, ne serait-ce que par le sort qui est réservé à Data, et aussi, bien sûr, à la position des Romulans dans l'univers. Et donc voilà, je pense que si vous avez vu tous ces épisodes et films en rapport avec les Romulans, je pense que vous êtes prêts pour bien anticiper, bien recevoir cette partie de la mythologie de Star Trek. Et d'ailleurs, pour finir, je dirais que je suis assez content que les Romulans ont l'air d'avoir un look un peu plus simple que ce qu'ils étaient dans la nouvelle génération, parce que j'avais jamais trop aimé ces espèces de petites arêtes et cette peau un peu trop dorée à mon goût. Voilà, donc là je vais laisser la parole à Romain Nigita qui va nous parler des meilleurs épisodes de Picard. Quels sont les meilleurs épisodes de Picard à regarder pour bien apprécier la nouvelle série? Alors pour comprendre surtout qui est Jean-Luc Picard, eh bien il ne faut pas regarder le premier épisode de la nouvelle génération, et globalement il ne faut pas regarder les 2 premières saisons de la nouvelle génération, parce que le personnage de Jean-Luc Picard, quand même, au début de Star Trek la nouvelle génération, est totalement antipathique. Il est défini par le fait qu'il n'aime pas les enfants, et c'est à peu près tout. Donc les débuts de la nouvelle génération, c'est un peu compliqué. La série est formidable, mais à part le personnage de Data, le reste c'est un peu une catastrophe au départ. Donc ne commencez pas par le début, vraiment, si vous voulez comprendre qui est Jean-Luc. Si vous voulez comprendre qui est ce personnage de Jean-Luc Picard, et notamment les liens avec la nouvelle série et tout ce qu'on a vu dans les promos, ça a étonné beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas du tout la série, le fait qu'on le voit dans les vignes. Les gens se disaient, ouais, Star Trek c'est l'espace, c'est les vaisseaux spatials, pourquoi est-ce qu'on le voit dans des vignobles? Et ben pour mieux comprendre ça, moi je vous propose de regarder un épisode qui s'appelle Family, qui arrive au début de la 4e saison, juste après la résolution du double épisode Best of Both Worlds. Petit spoiler, c'est l'épisode dans lequel il se retrouve assimilé par les Borg, et grosso modo, l'épisode après ce gros double épisode, et ben chacun retourne dans sa famille, et Picard retourne sur Terre, on le voit avec son frère dans les vignes, on comprend qu'il vient d'une famille française qui fait du vin, et voilà, voilà le pourquoi de ce que vous avez eu dans les promos de Picard au départ, et c'est un super épisode dans lequel il n'y a pas de science-fiction, c'est vraiment uniquement purement sur les personnages. Un épisode détesté par Gene Roddenberry. Mais il était pas déjà mort à l'époque? Non. C'est peut-être pour ça qu'il a pas aimé. L'épisode. C'est ça qui l'a tué en fait. Peut-être, ouais. Autre épisode absolument formidable, pour moi le meilleur épisode de toute la nouvelle génération, et un épisode formidable pour comprendre qui est Picard, c'est l'épisode Inner Light. Je me souviens plus du titre français, voilà, mais en tout cas The Inner Light, c'est un épisode dans lequel Picard tombe dans une sorte de coma à cause d'une sonde qui a été repêchée dans l'espace, et à cause de cette espèce de coma, il va vivre une autre vie, mais une vie entière, dans un petit village. Il va tomber amoureux, il va se marier, il va avoir des enfants, il va faire l'expérience de toute une vie en l'espace d'1 heure.
Et c'est le genre d'épisode où si vous ne versez pas une larme à la fin, c'est que vous n'êtes pas humain. C'est vraiment un épisode extraordinaire qui montre toute l'étendue du talent d'acteur de Patrick Stewart, qui montre vraiment tout le côté sensible du personnage de Picard, donc en effet complètement opposé à ce qu'il était au début de la série, voilà, ce côté antipathique ridicule. Donc The Inner Light, absolument à voir en termes d'émotion. Je t'interromps une seconde, Romain. C'est un épisode que j'adore avec une passion infinie. Et souvent, quand j'ai des potes qui me demandent par où commencer Star Trek, si je sens qu'ils n'auront pas la patience même de se faire un digeste de, je sais pas, une dizaine d'épisodes par série, je leur conseille cet épisode parce que finalement, c'est presque un épisode d'anthologie au sens sériel du terme, c'est-à-dire que même si tu n'as jamais vu Star Trek de ta vie, pas une minute, tu peux regarder et apprécier cet épisode par son jeu d'acteur, par son scénario, et c'est un épisode vraiment extraordinaire. Et si je peux préciser aussi, c'est le premier épisode de série télé à avoir gagné un prix Hugo, qui est un prix qui récompense la science-fiction, et qui récompense principalement des romans du coup, et c'est le premier épisode de série télé à avoir gagné. Autre épisode que moi je vous conseille, mais pour voir une toute autre facette du Capitaine Picard, c'est l'épisode The Captain's Holiday, les vacances du capitaine, où on voit, en grosso modo, le Capitaine Picard qui va au Club Med de l'espace, où il rencontre la célèbre vache, qui en français s'appelait Vyriad, qui est une espèce de Indiana Jones au féminin qui va plus ou moins draguer le Capitaine Picard, et on va voir que le Capitaine Picard est lui aussi un gros dragueur. Puisque après dans tous les films il drague une nouvelle héroïne, enfin voilà, il y a ce côté un peu, je pense pour les Américains c'est un côté un peu français du personnage, mais il y a ce côté un peu plus léger justement de Picard qui par moment au début de la série avait justement tendance à être un peu trop grave et trop sérieux. Donc c'est un épisode c'est pas un bon épisode de la nouvelle génération, personne ne le mettra dans le top 5 des meilleurs épisodes, mais c'est aussi une facette du perso, si vous voulez comprendre qui est Picard, il faut voir cet épisode. Tu dis Club Med, mais c'est presque plus le club à partous du... c'est Raisa, c'est vraiment... c'est ouf. C'est le Cap d'Ac de Starfleet. Et il y a un peu l'équivalent dans Deep Space Nine avec Worf qui est censé mettre un maillot de bain à paillettes, qui est assez formidable. Génial épisode. Autre épisode que je vous recommande pour comprendre qui est Picard, c'est un double épisode qui s'appelle The Chain of Command, Hiérarchie, et surtout la deuxième partie. Puisque, en fait, la première partie est sans intérêt, il doit partir en mission infiltrée pour espionner les Cardassiens. Il se fait capturé à la fin du premier épisode, et en fait tout le deuxième épisode il est enchaîné et torturé, avec un système de torture où on vous demande combien on voit de lumière, et il essaie de résister à ça pendant tout l'épisode. Donc vous avez Patrick Stewart torse nu, attaché façon bondage pendant 45 minutes, mais surtout une super performance de Patrick Stewart, d'acteur qui montre justement la résistance psychologique du personnage de Jean-Luc Picard, avec une conclusion là aussi qui va renverser un peu tout ce qu'on a vu pendant 45 minutes. Et enfin... Je t'interromps encore, Romain, je suis désolé. Vas-y, mais je t'en prie, Romain. Tu me tues, parce qu'en fait, c'est ça être fan de Star Trek, c'est que t'as vu les épisodes 200 fois, mais t'en entends parler, t'as encore envie de le revoir pour la 800e fois. Et Chain of Command, extraordinaire épisode. Là, pour le coup, c'est la quintessence de Star Trek. C'est-à-dire que c'est un vrai... Tout à l'heure, on disait Inner Light, c'est un épisode presque indépendant. Là, au contraire, on s'inscrit... C'est presque un des premiers épisodes qui s'inscrit vraiment dans une mythologie, avec une suite, avec un début, une fin, etc. Et fabuleux épisode. Plus tard, je vous citerai quelques épisodes de Riker. C'est aussi un très bon épisode sur le commandant Riker aussi, parce que tu comprends bien le côté un petit peu rebelle, un petit peu qui supporte pas bien l'autorité de Riker. C'est vraiment un épisode remarquable. Et puis enfin, dernier épisode que je vous conseille aussi pour faire le raccord avec la nouvelle série, c'est tout simplement le double épisode final de la nouvelle génération, All Good Things, parce qu'on y voit l'évolution du personnage de Picard, parce que ça se passe à la fois au début de la série, ça se passe à la fin de la série, ça se passe dans un futur possible, où on retrouve à nouveau ce motif de Picard dans un vignoble, avec des visions de Data, etc. Enfin, on a plein d'échos de cet épisode dans ce qu'on a vu pour l'instant de la série Picard. C'est une très belle synthèse de toute la problématique de la nouvelle génération, qui est ce procès fait à l'humanité par le personnage de Q, qui doit décider si l'humanité mérite de vivre, et c'est Picard qui défend l'humanité. C'est un peu ce qu'on avait de manière assez maladroite dans le pilote, mais qu'on retrouve de manière magistrale dans ce double épisode final. Donc je pense que c'est une très bonne synthèse pour comprendre à la fois ce qu'est la nouvelle génération et qui est le personnage du capitaine Picard. Ouais, excellente liste, hein. Franchement là je plus sois au maximum.
Super liste, grande liste. J'ai envie. Est-ce que vous m'autorisez d'en rajouter un? Je sais que ça en fait beaucoup. Pour compléter, si vous voulez voir aussi Picard en Action Boy, moi il y a un épisode que j'adore. Ça a été un de mes préférés pendant longtemps, qui s'appelle Starship Mine. En fait, c'est un épisode où en fait l'Enterprise est ramené. Je crois que d'ailleurs que c'est à Utopia Planitia, mais je me trompe peut-être, pour être nettoyé, restauré, etc., etc. Et Picard se retrouve tout seul sur l'Enterprise. Et pendant qu'il se retrouve tout seul, il y a une bande de terroristes qui arrive sur l'Enterprise. Je sais même plus pourquoi. Et tu vois Picard qui tout seul à bord de son Enterprise fait chasse toute une bande de terroristes. Et c'est un épisode qui est, moi je trouve, c'est un des rares épisodes vraiment action de Star Trek, et c'est un épisode remarquable aussi. Bah justement, Romain, c'est à ton tour maintenant de donner la liste des personnages entre guillemets secondaires, donc notamment Data, Riker et Troy. On t'écoute. Alors, tout à l'heure, je vous disais que Star Trek, c'était une série sur un équipage et pas sur des personnages individuels. Et l'une des raisons pour lesquelles ça marche aussi bien, c'est que chaque personnage a vraiment eu son moment de gloire. Chaque personnage a été traité comme un égal. Et c'est vrai que même les personnages principaux, mais même certains personnages secondaires, ont eu des épisodes de l'honneur, ce qu'on appellerait, qui sont absolument géniaux. Et parmi eux, il y a Data, qui va avoir un rôle, donc on espère, assez important dans la série Picard. Et Data, c'est presque l'exception positive, c'est-à-dire que non seulement il a eu des épisodes, mais il a eu certains des meilleurs épisodes de la série, et c'est probablement le fan favori, à part Picard lui-même, c'est probablement le fan favori des fans, le personnage qui sort un peu plus que les autres de Star Trek La Nouvelle Génération. Malgré tout, je n'ai sélectionné que 3 épisodes pour que vous ayez le temps de les voir d'ici la sortie de Picard, d'ici 2 semaines. Je vais les faire par ordre chronologique, pas par ordre de préférence. Dans la 2e saison, le 9e épisode s'appelle The Measure of a Man. Je suis désolé, j'ai vu Star Trek en anglais et je ne connais pas les titres français. Mais on mettra la liste, t'inquiète pas, on mettra la liste en français. C'est donc l'épisode 209 et c'est un épisode qui peut avoir d'ailleurs son importance, je crois que vous allez en parler après, pour la série Picard. C'est un épisode... Sache que si tu l'avais pas cité, je le citais moi. Ok, ça marche. C'est un épisode dans lequel un jeune scientifique aux dents longues demande à Starfleet de lui donner le commandant Picard pour qu'il puisse le disséquer tranquillement, puisque ce n'est qu'un petit androïde. Data, pas Picard. Oui, pardon, excuse-moi, oh là là. De lui donner le commandant Data pour qu'il puisse le disséquer tranquillement, puisque ce n'est qu'un androïde, parce que Data, c'est une construction extraordinaire, un engin extraordinaire, et qui veut en faire des petits, il veut le reproduire, et il veut que la fédération puisse avoir pas un, mais des centaines et des centaines de Data. Sauf que Data n'a pas du tout envie de se faire autopsier, et le capitaine Picard prend sa défense pour montrer pourquoi et comment Data est doté d'une conscience et doit être traité comme un être humain et pas comme une machine. C'est encore une fois un épisode qui est la quintessence de Star Trek et qui est un épisode absolument remarquable. Un épisode de la 3e saison, le 16e épisode, qui s'appelle The Offspring. C'est un épisode dans lequel, qui fait un peu suite à Measure of a Man. C'est un épisode où Data crée un androïde lui-même, il crée sa fille, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, comment elle s'appelait trop déjà. Trop triste cet épisode ultra triste. Data crée sa fille, il la crée bien, elle est très réussie. Le problème c'est qu'elle est un petit peu... Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu trop réussie et que, de par sa grande intelligence, elle va rapidement dépasser les attentes de son créateur. C'est un des épisodes les plus tristes de Star Trek. La fin va vous déchirer le cœur, je vous préviens. Et c'est un épisode absolument indispensable pour bien comprendre la personnalité de Data. Le dernier épisode, alors ça doit être je pense que c'est un épisode de la 4e saison, ça doit être le 11e épisode de la 4e saison, voilà, c'est un épisode qui s'appelle Data's Day, qui a aussi été un de mes épisodes favoris, c'est un épisode que j'ai vu 200 fois, c'est un épisode dans lequel Data
et s'est pris d'amitié avec un commandeur, je crois qu'on a vu dans un des épisodes précédents, qui s'appelait le commandeur Maddox, et il lui enregistre des logs. Vous savez, Star Trek, c'est tout le temps alimenté par les journaux de bord du capitaine, mais aussi l'équipage enregistre des journaux de bord. Et là, en fait, Data enregistre un journal de bord pour raconter sa vie à bord de l'Enterprise. Et en fait, tout ce qui se passe quotidiennement à bord de l'Enterprise est raconté à travers les yeux de cet androïde naïf, mais sans émotion, qui est Data. Faut rappeler, Data, si vraiment vous connaissez pas Star Trek, c'est exactement l'envers de Spock, c'est-à-dire que Spock c'était un homme qui ressentait des émotions mais qui faisait tout pour les cacher. Data, c'est un homme qui n'en ressent pas, c'est un droïde qui n'en ressent pas mais qui voudrait absolument ressentir. Voilà, Data's Day, c'est l'Enterprise vue par les yeux de cet androïde, et c'est peut-être je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être lui le meilleur épisode de Data de tout Star Trek. Voilà. Excellent. Excellent. Ce que je vous ai dit pour Data, c'est un peu exactement l'opposé pour Deanna Troi, donc le conseiller Troi. C'est peut-être le seul personnage qui n'a pas eu le droit à des épisodes inoubliables, on va dire, dans Star Trek The Next Generation. Elle n'a pas été maltraitée. On peut pas dire qu'elle a été maltraitée. Si tu compares ça à l'ancienne Kim dans Star Trek Voyager, par exemple, tu te dis que Deanna Troi a été extraordinairement bien traitée, mais elle n'a pas eu des épisodes aussi marquants que Remember Me pour le Dr. Crusher, par exemple, la pléthore d'épisodes pour Worf, etc., etc. Il y en a un, toutefois, qui est, à mon avis, un petit peu indispensable, qui s'appelle Face of the Enemy. C'est un épisode dans lequel Troi est capturé par les Romulins. En plus, ça tombe bien, ça fait le lien avec les Romulins. Sauf qu'elle n'est pas capturée pour être torturée, elle est capturée pour servir d'espionne pour des Romulins grâce à ses pouvoirs, dans le but de servir de ses pouvoirs télékinésiques. Donc elle est capturée... Empathique, pardon. Elle est capturée et elle se réveille, on lui a fait une chirurgie esthétique, c'est devenu elle-même une Romulane et elle doit faire une mission d'espionnage au profit d'autres Romulins. C'est pas le meilleur des épisodes Star Trek, mais c'est clairement le meilleur des épisodes autour de Deanna Troi. Et enfin, ce bon commandeur Riker, personnage sympathique et tout à fait indispensable à Star Trek. J'ai choisi 2 épisodes, j'aurais pu en choisir 10 ou 20. Toutefois, à mon avis, il y a 2 épisodes qui sont indispensables. Le premier s'appelle The Pegasus, épisode 12 de la 7e saison, dans lequel le commandeur Riker, c'est un peu difficile à résumer comme épisode, mais disons que il doit faire face à son passé, car un vaisseau dans lequel il a servi par le passé est retrouvé par Starfleet, retrouvé par l'Enterprise, et voilà, c'est très difficile je le vends très mal, mais parce que c'est très difficile d'en parler sans spoiler. Mais il faut savoir que cet épisode a également des liens directs avec les Romulins, pour une raison que je ne révélerai pas. Et c'est un épisode absolument remarquable sur Riker, son passé, et en quoi c'est un personnage qui est beaucoup plus gris que d'autres personnages qui ont tendance à être un peu plus noir et blanc dans l'univers Star Trek. Tout à fait, et en plus ça fait le lien avec la part d'ombre de Starfleet dont on parlait tout à l'heure. Un épisode également qui va parler pas mal de la part d'ombre du Commander Riker, qui s'appelle Second Chances, donc deuxième chance, épisode 24, donc j'imagine que c'est le dernier épisode de la 6e saison. C'est un épisode absolument... L'avant-dernier, puisqu'il y avait 25 épisodes. C'est un épisode absolument génial dans lequel, en fait, Riker est renvoyé, l'Enterprise arrive dans un endroit où, il y a 8 ans, le commandant Riker avait été évacué à la dernière seconde grâce à un transporteur d'une station qui était en train d'exploser, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ce faisant, il se rend compte qu'au moment où il a été transporté dans le vaisseau d'évacuation, lui a été transporté, mais son double a été créé et lui est resté sur la planète. Et donc il rencontre son Evil Twins, le méchant Riker, puisqu'il y a un Riker qui a eu une belle vie, qui a pu avoir une histoire d'amour avec le commandant Troi, dont la vie a évolué, etc. Et il y a le méchant Riker qui est resté enfermé sur cette station depuis plus de 8 ans et qui est un personnage un petit peu aigri et qui a bien l'intention de rattraper tout le retard qu'il a accumulé. Épisode d'autant plus important qu'il évoque de manière très directe la relation d'amour entre Riker et Troi, qui est une relation un petit peu... On sait dès le début, dès le pilote de Star Trek Next Generation, que ces deux personnages ont une histoire d'amour, mais ils décident, pour des raisons certainement professionnelles, de ne pas l'assouvir tout au long des 7 saisons de Star Trek La Nouvelle Génération. Et c'est un épisode qui parle directement de cette relation. On sait que plus tard, ils vont se marier et ils vont vivre heureux.
C'est dans Nemesis donc. C'est une bien belle liste aussi. Donc maintenant il nous reste un élément qui est apparu dans les trailers et donc du coup forcément il faut parler. Ce sont donc les Borg. Hein. Désolé Romain, on sait que ça te sort par les yeux, mais donc Manu a aussi sa petite liste d'arcs sur les Borg. Mais au départ j'aime bien les Borg, c'est juste qu'on les... Pour moi, Est-ce je l'ai un peu trop si vu. tu permets, je peux rajouter des épisodes à ceux qui ont déjà été dit. Je voudrais vas-y. Parce que je pense qu'ils me paraissent pertinents par rapport à la série Picard. J'avais noté notamment The Measure of a Man sur la volonté de Starfleet d'utiliser les androïdes en tant que machines qui pourraient qui pourraient répondre à leurs besoins. Dans le même genre, dans Voyager, on a 2 épisodes de la saison 7. Le premier, c'est un double épisode qui s'appelle Flesh and Blood, dans lequel, alors pour mettre un peu de contexte, dans Voyager, on a un personnage qui n'est pas un androïde, mais un hologramme, un photonique du coup, qui est fait de photons, qui est à la base un médecin une intelligence d'urgence. artificielle, du coup. Voilà, une IA qui est là pour répondre en cas d'urgence aux besoins médicaux. Et le contexte de Voyager fait qu'on lui laisse la possibilité de se développer et du coup de développer une personnalité et une vie. Et Flesh and Blood traite un groupe de photoniques qui sont des rogues en fait, qui ont été créés à cause de Voyager, qui a donné sa technologie holographique à une espèce de chasseurs et qui se sont retournés contre leurs oppresseurs. Et qui développe du coup l'idée, de la même façon que les androïdes dans Next Generation doivent être considérés comme des êtres à part entière, développe l'idée que les photoniques méritent d'être traités à part égale avec les hommes. Et on a un épisode un peu plus tard dans la même saison qui s'appelle Author. Alors c'est pareil, moi j'ai tout regardé en anglais donc j'ai pas les noms français, mais dans lequel le docteur écrit un roman holographique et un éditeur veut lui acheter. Sauf qu'il se fait avoir sur les droits parce que l'éditeur considère qu'il n'est pas censé avoir de droits parce que c'est pas un humain, enfin c'est pas un être vivant, et qui de la même façon que The Measure of a Man vient débattre d'un point de vue légal et philosophique de est-ce que le docteur doit avoir des droits et être considéré comme un être vivant. Donc ces deux aspects qui rejoignent la problématique de data et qui seront à mon avis utilisés un peu plus tard dans Picard, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Il y a voilà l'idée de se battre contre une utilisation de ce qu'on pourrait considérer comme des formes de vie inférieures, mais même pas comme des formes de vie de point de vue de la Fédération. Et un dernier épisode que je voulais citer, c'était plus pour revenir sur Picard un peu, dans Next Generation, c'est The Drumhead, un épisode de la saison 4, épisode 21 de la saison 4 je crois, dans lequel il y a un sabotage qui a lieu sur Enterprise, et Starfleet fait venir une ex, je sais plus si elle est juge ou avocate, qui vient mener une sorte d'inquisition en fait au sein de l'Enterprise et essayer de déceler qui pourrait être traître, et va un peu trop loin et ça part vraiment en inquisition, et face à elle Picard se met face à elle et lâche un de ses plus gros discours sur justement sur la volonté, enfin le besoin de Starfleet de ne pas tomber dans un obscurantisme qui voudrait aller partir à la chasse aux sorcières, qui semble être totalement ce qui se passe au final dans Picard par la suite. Et c'est pour ça qu'à mon avis il est important dans la mythologie du personnage, dans ce qu'il représente face à un Starfleet qui dégénérerait. Voilà, j'ai fait désolé pour la petite alors du coup aparté. les Borg. Les Borg. Donc les Borg, je les présente rapidement. C'est une espèce de partiellement, enfin c'est pas totalement une espèce d'ailleurs. Ils sont partiellement organiques, partiellement cybernétiques. C'est une espèce qui a pour but en fait d'assimiler d'autres espèces pour constamment s'améliorer et qui de ce fait est une menace pour toutes les espèces qu'elle rencontre puisqu'elle les détruit en les assimilant. C'est une espèce qui est rencontrée pour la première fois dans la saison 2 de Next Generation. Tout à l'heure, Romain parlait du personnage de Q, qui est un personnage qu'on voit dès le pilote de Next Generation et qui vit sur un autre plan, qui est un être supérieur, on va dire, quasiment omnipotent, voire omnipotent, qui est là comme comic relief de la série et même de plusieurs séries, et vient aussi mettre l'humanité apporter quelques réflexions philosophiques à l'humanité face à ce qu'elle représente via Starfleet et via son exploration.
Alors le nom de l'épisode, je crois que... Attendez, j'ai perdu ma liste d'épisodes. Voilà, je l'ai là. C'est le Q-Who. C'est saison 2, épisode 16, dans lequel Q veut montrer à Picard que l'humanité est un peu trop... alors j'ai perdu le mot, un peu arrogant, un peu trop arrogante, voilà. Et veut lui montrer qu'elle peut pas faire face à toutes les menaces et projette l'Enterprise dans le cadran Delta. Alors faut savoir que la galaxie est découpée en 4 cadrans et que tout Star Trek quasiment se passe dans le cadran Alpha, sauf Voyager qui se passe dans le cadran Delta, et que c'est du coup très très éloigné de l'intrigue normale de Next Generation. Et dans le cadran Delta, il est confronté aux Borg, qui sont cette espèce quasiment invincible, puisqu'à chaque fois que on les attaque, ils finissent par s'adapter et ne peuvent plus être attaqués de la même manière, en gros. Donc voilà, ce premier épisode Q-Who nous présente la menace au final telle qu'elle est. Et une saison plus tard, le final de la saison 3, The Best of Both Worlds, tu l'as mentionné tout à l'heure Romain, puisque c'est celui qui se passe juste avant Family en saison 4, puisque c'est un double épisode. Les Borg arrivent enfin dans le cadran Alpha, et la Fédération a beau s'être préparée depuis un moment, elle n'arrive pas à faire face, et ils font tomber plusieurs planètes sur leur passage, et envoient l'Enterprise essayer de les arrêter. Et Picard se fait enlever et assimiler, et devient une sorte de porte-parole des Borg, qui sont une intelligence collective, et du coup qui fonctionnent en tant que... voilà, ils n'ont qu'un esprit. Les individus qu'on peut voir sont des drones, en fait, sont juste là pour exécuter des tâches. Et Picard, dans ce contexte, a un rôle un peu plus important, puisqu'il est du coup porte-parole. Il est un peu... c'est pour ça c'est le best of both worlds, c'est qu'il représente les deux mondes. Sauf qu'il se retrouve à attaquer la Fédération, bien entendu, puisqu'il travaille pour les Borg. C'est un épisode très important. À la base, le contrat de Patrick Stewart en fait ne devait pas forcément être renouvelé, et il devait permettre d'être une porte de sortie s'il renouvelait pas son contrat. En fait, il serait mort dans l'attaque de la Fédération, puisque Riker prend le contrôle de l'Enterprise. Donc l'attaque de la Fédération contre les Borg. Et on retrouve ensuite les Borg à travers toutes les saisons jusqu'au final de Voyager, donc jusqu'au plus lointain quasiment de l'univers Star Trek au 24e siècle. La fois d'après on les voit, c'est en saison 5 avec iBorg, qui présente où l'Enterprise trouve sur une planète un vaisseau Borg craché avec des drones morts, sauf un qui est encore là et qui est du coup déconnecté globalement du reste des Borg. Et l'Enterprise le recueille, et il commence à développer une personnalité en se liant d'amitié avec Geordi, notamment Geordi Laforge. Et Picard, qui à l'origine voulait s'en servir pour envoyer une sorte de virus aux Borg, finit par se rendre compte qu'il y a un potentiel pour les drones déconnectés de redevenir des individus à part entière, et décide de ne pas attaquer et de ne pas génocider les Borg de ce point de vue. Sauf que les Borg étant sur le point de venir chercher leurs drones plantés, You décide ce qui s'appelle Hugh, mais ça se prononce You à l'américaine, décide de retourner sur la planète et de se faire réassimiler par les Borg pour éviter que les Borg se rendent compte que l'Enterprise est passée par là et que ses amis puissent se faire avoir. Alors c'est un épisode très important, puisqu'on reverra You dans la saison 1 de Picard. Donc on sait qu'il y aura une partie qui sera consacrée à des anciens Borg, et on verra Seven of Nine tout à l'heure. Et par la suite, on sait que cet épisode a eu un impact sur une partie des Borg, puisque sa réintégration, après avoir vécu entre autres avec son libre arbitre, mettra le chaos chez une partie des Borg qui chercheront un autre leader et le trouveront à la personne de Lore, le frère maléfique, puisque tout le monde a un frère maléfique, de Data. Ensuite, après ça, le plus intéressant, c'est de voir First Contact, qui est la suite directe de l'assimilation de Picard. Ça se passe quelques années après. C'est le film de Jonathan Frakes, et c'est un des films les plus plébiscités de Star Trek. Pour moi, c'est le meilleur, clairement, mais c'est aussi celui qui a un des meilleurs succès critiques, dans lequel les Borg arrivent dans chez nous, sur Terre, la section 0. Enfin, ils viennent attaquer la Terre, et la Fédération veut pas que Picard s'en occupe, parce qu'ils ont peur qu'il soit un peu trop traumatisé par son expérience
et du coup le laisse à l'écart, mais les Borg foutent une branlée à la Fédération, donc Picard revient et commence à attaquer le vaisseau présent. Et les Borg retournent dans le passé en fait pour essayer d'assimiler la Terre dans son passé avant que la Fédération existe. Et on voit que les effets commencent à avoir lieu et la Terre se retrouve assimilée dans le présent. Sauf que l'Enterprise suit le vaisseau dans le passé et se retrouve au moment, quelques jours avant le premier contact, c'est-à-dire le moment où les Vulcains vont se rendre compte que les humains viennent de développer la technologie Warp, c'est-à-dire la capacité de se déplacer plus vite que la lumière. Et tout le but du film est de faire en sorte que ce premier contact ait lieu, alors que pendant ce temps-là, sur l'Enterprise, Picard est face à son pire cauchemar et face au Borg et commence à péter un plomb en mode syndrome post-traumatique. Donc c'est un épisode assez capital sur la personnalité de Picard, parce que c'est un des seuls moments où on le voit craquer en fait, face à son passé. En fait, c'est presque une trilogie ou même une quadrilogie que vous avez cité à plusieurs, Best of the Boss World, Family et Star Trek First Contact. En fait, ça peut pratiquement se voir d'une traite, parce que Best of the Boss World, c'est le traumatisme, Family, c'est le syndrome post-traumatique, et First Contact, c'est quelque part les conséquences de ce syndrome post-traumatique en fait. Donc c'est vraiment 4 épisodes, 3 épisodes et un film qui peuvent se voir quasiment en une soirée, et c'est que du bon quoi. Tout à fait, ouais. Et ensuite, les Borg, on les revoit principalement dans Star Trek Voyager. Donc Voyager, je le disais, le vaisseau Voyager est bloqué dans le cadran Delta suite à un passage dans un vortex impromptu et essaye de revenir dans le cadran Alpha. Et sur son chemin, il traverse forcément le territoire Borg. Et alors qu'on commence à voir les Borg à partir de la saison 3, et en toute fin de saison 3, on a l'épisode Scorpion, qui sera donc un double épisode avec le lancement de la saison 4, dans lesquels ils sont clairement en territoire Borg, et on découvre une espèce, l'espèce 8472, qui est plus puissante que les Borg, et qui est une menace à ce moment-là pour l'ensemble de la galaxie, puisqu'ils viennent d'une autre dimension, et énervés par les Borg, ils ont l'intention de faire payer le prix cher à toute la galaxie. Donc le capitaine Janeway décide de s'allier aux Borg pour contrer la menace, et au cours de cette alliance, un drone qui s'appelle qui est Seven of Nine, c'est sa désignation au final. Il y a des clusters de drones en fait dans le collectif Borg. Un drone est détaché pour être l'ambassadeur des Borg sur le Starship Voyager, et finit par, une fois la menace vaincue, finit par se retourner contre le Voyager, mais est contré par Janeway et son équipage, qui la déconnecte du reste des Borg, et ça donne un personnage qui sera intégré totalement au casting, et évoluera au fur et à mesure pendant les 4 saisons restantes en tant qu'ex-Borg qui devient de plus en plus humaine. Donc là, on a toute une série d'épisodes, je les cite pas tous, mais la plupart du temps, on voit les épisodes Borg comme un moyen de développer la personnalité de Seven of Nine. Meilleur perso. Meilleur perso de Voyager, probablement, ouais. Même si j'adore le Captain Janeway. Et on aura notamment, en saison 7, d'autres Borg qui deviendront des ex-Borg, avec Icheb et d'autres enfants, qui sont d'autres drones déconnectés du reste du collectif, qui sont recueillis par le Voyager et Seven of Nine, et que Seven essaye de faire évoluer et de prendre sous son aile pour leur donner l'opportunité qu'elle a eue par le passé. Et la toute dernière fois qu'on voit les Borg, alors il y aura Enterprise qui se trouve en tant que préquel à tout le reste, et du coup se passe après le premier contact, et traite des Borg qui se sont fait détruire dans le passé. Donc on a on a un épisode sur les Borg dans Enterprise, mais à la rigueur faut plus l'avoir comme un spin-off de First Contact. Mais le final de Voyager, qui nous a remontré déjà une reine Borg, puisqu'il y a une reine qui est l'incarnation du collectif qu'on a vu dans Premier Contact, et on a une autre reine dans Voyager qui apparaît. La dernière fois qu'on les voit, la deuxième reine est tuée après la première reine de Premier Contact, dans le final de Voyager, qui permet en plus, à travers tout un réseau de portails de vortex, de repasser dans le cadran Alpha, et qui nous amène à la résolution de Voyager, qui revient dans le cadran Alpha dans les dernières minutes de la série.
Bah, merci à tous pour vos listes. Je pense que ça va bien aider les gens à découvrir l'univers de Star Trek avant de commencer la nouvelle série Picard à venir. Maintenant, il est temps de rentrer dans une zone encore plus dangereuse que la zone neutre. Il s'agit bien sûr de la zone spoiler. Red alert! Effectivement, car des spoilers nous en avons et ils nous viennent tout droit du dernier short trek intitulé Children of Mars, mis en ligne par CBS. Il y a effectivement des informations capitales pour la série Star Trek Picard et qui nous sont balancées discrètement dans ce court-métrage. Alors, ordinateur, quel est le synopsis de ce court-métrage ? Kima et Lil, deux adolescentes camarades de classe, se trouvent confrontées l'une à l'autre au cours d'une journée qui va changer leur vie à jamais. Donc, qui c'est qui a vu ce short trek ? Ouais. Moi, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu en fait. Bah ouais. Ok, alors parce qu'on est tous abonnés à CBS All Access en fait. Ouais. D'ailleurs, petit coup de gueule en passant, moi je fais partie des rares bons samaritains qui ne piratent rien, mais vraiment rien. Je vois tout de manière légale et c'est quand même très très relou de pas pouvoir voir les short trek saison 2 nulle part, ni sur Amazon, ni sur Netflix, ni voilà. Surtout que c'est quand même un peu du bonus les short trek. Enfin, je pense que personne ne paye son abonnement CBS All Access aux États-Unis que pour regarder short trek et c'est quand même dommage qu'ils n'arrivent pas à les foutre sur une plateforme web ou quelque chose, voire même qu'ils les donnent à Netflix et à Amazon parce que voilà, c'est un peu chiant de devoir les télécharger en piraté pour des trucs qui sont même pas vraiment faits pour être commercialisés à la base, quoi. Mais en fait, sur la saison 1 de Discovery, ils y étaient. C'est juste que. Ils sont sur Netflix. Étant donné que maintenant. Ça y était, mais au lancement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'était en amont, semaine par semaine pour teaser. Et pour Netflix, donc l'Europe, etc., c'était pile le jour du premier épisode, tout d'un coup. Et c'était, comme l'a dit Guigui, dans la section bande-annonce. Donc vraiment planqué. Et là, pour les short treks, pour la deuxième salve de short trek, j'avais posé via Twitter la question à Netflix France. Est-ce qu'ils allaient faire pareil, de tout nous balancer au moment du lancement de Discovery saison 3 ? Je n'ai jamais eu de réponse à ce jour. Ah mince. Bon, bah on espère en avoir une bientôt. Donc. Je pense qu'il réfléchit au droit, en fait, étant donné qu'il y en a certains qui sont affiliés à Picard, d'autres à Discovery. Ouais, je sais pas comment ils vont faire. Ouais. Se poser la question. Ouais. Parce qu'on a du mal à imaginer Netflix faire la promo d'une série qui serait diffusée sur Amazon, hein, c'est sûr. Moi, ma théorie, c'est que c'est pas commercialisé officiellement comme une série normale. Et je pense qu'en fait, Netflix, il leur a envoyé... CBS a envoyé ça à Netflix en même temps que le matériel promotionnel habituel. Et je pense que c'est dénué de droit, en fait, si tu veux. Et ce qui explique que c'est pas diffusé, parce qu'en effet, comme ils ont le cul entre deux chaises, entre Amazon en Europe, hein, pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, Picard et Discovery sont diffusés sur la même chaîne de streaming. En Europe et dans le reste du monde, c'est sur deux plateformes différentes. Je pense que comme ils ont le cul entre deux chaises, plutôt que de se faire des ennemis, je pense que CBS a juste pas envoyé à l'international parce que CBS s'en tape un peu le coquillard de l'international. En vrai. Bon, alors en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on en parlait tout à l'heure de l'implication de ce que révélait ce court-métrage par rapport à ce qui est annoncé dans Star Trek Picard. Donc on parlait tout à l'heure, il y a un lien qui est direct qui est fait avec donc les épisodes que tu as cités justement, Romain, concernant Data, concernant aussi donc les comics, parce que je vous disais tout à l'heure, La Forge est sur une base spatiale pour créer un maximum de vaisseaux sur Mars, et on suit une attaque sur Mars. C'est un peu, on voit une espèce de métaphore en quelque sorte du 11 septembre, c'est-à-dire donc on voit des enfants qui observent, donc ils sont en classe et il y a des écrans et ils voient une espèce d'attaque. Et ils savent que leurs parents sont sur Mars justement en train de travailler, d'où la tragédie. Mais par rapport à l'univers, donc ce qu'on apprend, c'est que y a des êtres synthétiques. C'est comme ça qu'ils sont des synthétiques, c'est comme ça qu'ils sont dénommés dans le journal télévisé, qui ont attaqué Mars. Donc, des rebelles synthétiques. Des rebelles synthétiques. Et donc du coup, c'est pour ça que Manu a fait aussi le lien avec tous les épisodes de Voyager concernant les photoniques, parce qu'on est vraiment dans cette caractérisation. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce de Picard. On voit une armée d'androïdes qui semble calquée sur ce qu'était Data. Pas vraiment Data, mais plutôt Before, donc le prototype, l'espèce de frère un peu plus simple qu'on voit dans le film Nemesis. Donc on voit qu'il a été démembré et que justement donc les scientifiques qui ont toujours été là derrière de Starfleet et de la Fédération, qui ont toujours voulu recréer des androïdes, faire une armée d'androïdes pour Starfleet, bah là ils ont obtenu gain de cause, sans doute contre l'avis de Picard d'ailleurs. Et donc on voit qu'il y a une armée de ces
ces personnages-là qui ont attaqué Mars, qui ont détruit donc les chantiers spatiaux, qui construisaient donc les vaisseaux pour aider les Romulans à migrer de leur espace suite à la supernova qui va les détruire. Et donc du coup, c'est une question que moi je m'étais toujours posée par rapport au film le Star Trek de J.J. Abrams en 2009, c'est comment ça se fait que Nero, le Romulan qui vient donc du futur dans ce film-là, pourquoi il en voulait à la Fédération qui sont finalement la seule organisation qui a cherché à les sauver? Tout simplement parce qu'en fait ils leur ont promis de les sauver, mais qu'ils n'ont pas pu parce que les vaisseaux qui étaient censés les aider à le faire ont été détruits par les êtres synthétiques. Alors je trouve que c'est vraiment une très bonne articulation d'énormément d'éléments disparates de l'univers dans un propos complètement cohérent, et c'est ça qui me fait penser que Star Trek Picard pourrait être une bonne série avec des bonnes intrigues, parce que rien que le terreau fertile qu'on a là entre les mains, il s'annonce quand même très bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, moi j'étais plutôt parti sur une... Enfin, je me demandais à quoi ça allait correspondre, cette attaque qu'on voit dans le trailer et qui au final se trouve dans Children of Mars. Et je partais plutôt sur l'idée qu'on allait traiter de Borg et de Romuliens. Ça sera probablement en partie le cas, sauf que j'ai l'impression qu'avec ce mini-épisode, le sujet shift totalement et qu'on part sur un Starfleet ou une fédération qui a créé toute une gamme. En fait, il y a un peu une problématique Battlestar Galactica dans tout ça, quoi. Westworld. Ou Westworld, mais plutôt Battlestar dans l'idée que les humains ont créé des robots pour les servir, que les robots sont retournés contre eux, et que à l'époque de Picard, on se retrouve avec des robots qui seront probablement illégaux, en fait, des androïdes, des synthétiques qui seront probablement illégaux. Et tout ça, moi, ça me... Alors déjà, c'est une problématique que j'adore, j'adore Battlestar entre autres pour ça, et tout ce qui a été fait dans Next Generation ou dans Voyager sur ce principe. Ça me ramène à une théorie sur le personnage de Dahj. Je savais pas trop comment elle se plaçait dans tout ça au sein de la série par rapport au trailer qu'on a vu. Ça a l'air vous voyez qui c'est Dahj dans la série ou pas? C'est la jeune fille qui vient voir Picard. La blonde, c'est ça Non, la brune. Non, c'est pas la blonde. Ah. La jeune brune. Ah brune oui, pardon, l'enfant. Enfin, Picard. l'enfant quasiment. Ouais, d'accord, ok. Ouais, voilà. Ouais. Et j'avais croisé une théorie comme quoi elle s'appelle Dahj. Dahj serait en fait la fille de Data, dont la mémoire a été gardée dans les réseaux neuronaux de Data à l'époque, qui se serait du coup réincarnée ou qui aurait été remise dans une nouvelle forme d'androïde. Et elle serait peut-être du coup un androïde nouvelle génération qui passerait beaucoup plus pour humain, dans un univers où au final elle serait illégale, et peut-être à la tête ou si la vie synthétique est illégale, ça expliquerait pourquoi elle serait traquée. Donc j'ai un peu l'impression qu'on parle là-dessus avec ce mini-épisode, et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, en fait, mais j'avais jamais fait le rapprochement, en fait, entre Data, les androïdes, et les Borg, en fait. Et c'est vrai que finalement, je me suis fait une petite théorie dans ma tête sur pourquoi Seven of Nine et Hugh vont intervenir dans la série. Et finalement, on peut imaginer que si, du jour au lendemain, du fait de la guerre contre les Dominions, etc., la Fédération s'était mise à produire, à finalement s'amuser avec de la robotique et de l'androïde pour faire des armées, etc., on peut imaginer qu'un personnage comme Seven of Nine, qui a subi directement des abus liés à la robotisation, aurait un point de vue sur la question, puisqu'on peut imaginer qu'en tant qu'une ancienne Borg, elle n'est pas très très chaude pour que la Fédération se mette à faire mumuse avec des cerveaux positroniques et des trucs comme ça, en fait. Donc c'est la même chose pour Picard. On peut se dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a démissionné de Starfleet, parce que lui aussi a subi ça, comme tu lis très bien pour Seven of Nine. Tout à fait, et non seulement ça, mais aussi on peut imaginer que comme Laforge était présent sur Mars à ce moment-là, on pourrait aussi imaginer que notre bon ingénieur en chef il soit passé également, qui serait aussi un motif supplémentaire. Si on additionne 1+1, c'est-à-dire Star Trek Condon le comics et Children of Mars le short trek, Laforge est décédé, puisque Utopia, lui il travaillait sur Utopia Planitia, et Utopia Planitia a été détruit. J'ose espérer qu'il ne le sera pas et qu'ils vont nous
vous inventez quelque chose. Mais en tout cas, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais diffuser les deux en même temps, ça donne l'impression que la Forge a été assassinée à Utopia Planitia. D'autant que la mort de Geordi, des mains d'androïdes qui se révoltent contre un Starfleet qui les met en esclaves, tout ce contre quoi Picard et Riker se sont battus, pourrait justifier que Picard, Riker et tout l'équipage de l'Enterprise décident de quitter Starfleet et prendre leur retraite dans leur... Ça justifierait aussi du coup pourquoi Riker s'en va, effectivement, mais aussi le côté ironique que la Forge c'est quand même aussi le meilleur ami de Data, donc je trouve ça d'autant plus horrible et déchirant, et donc j'espère que du coup on verra Geordi la Forge le temps d'un flashback au moment fatidique. Après, je pense qu'il faut pas s'emballer parce que déjà parce que c'est pas indispensable au succès de la série que la Forge soit mort à Utopia Planitia, et deuxièmement, je serais un petit peu étonné qu'un personnage aussi populaire que la Forge et un acteur aussi génial que LeVar Burton soit mis hors service entre un comics et un court-métrage sans apparaître à l'image. Donc moi j'y crois. C'est ce que je te dis. On sait que dans les trailers, on voit l'attaque sur Mars. Du coup, il y a donc moi je pense qu'on qu'on aura un caméo surprise, on aura un flashback caméo surprise, c'est obligé. Et parce que la charge émotionnelle elle sera énorme, quoi. Avec tout ce qu'on se dit là, on est entre fans, on fait des délires de fans avec plein de suppositions. J'espère juste que justement ça va pas être trop obscur pour les gens qui connaissent pas trop l'univers Star Trek, que ça va pas être un jeu de référence, un jeu de ok il s'est passé ci il y a 20 ans dans tel épisode. Moi ce que j'apprécie aussi beaucoup dans Star Trek par rapport à d'autres franchises, c'est que ça reste aussi accessible. Ouais, mais tu vois, Romain, c'est une question fondamentale que tu poses là, et finalement l'histoire, c'est marrant, à chaque fois qu'on a voulu faire du Star Trek en se disant faut absolument faire de l'ouverture et tout, ça a fait des très mauvais films, et quand on a fait des Star Trek justement qui faisaient directement référence à des épisodes, bizarrement ça a rendu des films très accessibles et finalement très bons. Et c'est vrai que les deux meilleurs films Star Trek, je pense qu'il n'y a quasiment pas de débat, c'est Star Trek 2 et Star Trek 7. 8 pardon, Star Trek 2 et Star Trek 8, donc First Contact et Wrath of Khan, qui sont les deux seuls épisodes de Star Trek, les deux seuls films de Star Trek qui font directement référence à des trucs quand même assez pointus. Moi quand j'ai vu Star Trek 2, je n'ai pas honte de l'avouer, je n'avais pas encore vu pareil, j'avais 6 ans donc Moi qui ai commencé avec First Contact, j'avais rien vu d'autre et j'ai vu First Contact une bonne dizaine de fois avant de voir autre chose, et j'adorais le film et ça m'a jamais trop perturbé. Enfin, Et inversement, quand tu fais une préquelle comme Enterprise qui est plein de clins d'œil, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis d'accord avec vous, quand il y a un bon scénario, c'est prenant, tu te fiches du fait que t'as pas vu l'épisode précédent, mais si c'est juste une collection de clins d'œil et un jeu de pistes pour fans, moi ça me fait toujours un peu peur pour les gens non fans qui peuvent être butés. Moi je pense qu'ils auront l'intelligence de faire les choses correctement, parce que quand tu vois ce qui a été fait sur Watchmen, tu peux te dire voilà, si t'as réussi à faire une série qui est la suite d'un comics qui a été fait il y a 35 ans, et que les gens même qui n'ont pas vu les films et qui n'ont pas vu le film et qui n'avaient pas lu la BD ont pu suivre cette série, qui leur était peut-être obscure les premiers épisodes, et puis une fois passé le 5e épisode ça va. Je pense que quand t'as fait ça, tu peux tout faire. Si t'es un scénariste qui est un petit peu rigoureux, et je pense que là c'est le cas avec Chambon en showrunner. C'est l'équipe de Discovery là. Ouais non mais là comme Michael Chambon, il chambon, si tu vois ce que je veux dire. Il chambon, et c'est un nom qu'on n'a pas cité depuis le début du podcast, donc si vous me permettez de prendre une demi-seconde sur Michael Chabon, plus que Chambon, je pense, on va l'appeler Michael Chabon. Il est showrunner de Picard. Il l'était pas au départ, il a été nommé showrunner après 4 épisodes, je crois, mais en tout cas, il a été au cœur de la writer rooms dès le début de la production de la série. Et Michael Chabon, vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est un très très grand monsieur qui a remporté tout à l'heure, Manu parlait du Hugo Award, qui est une des plus prestigieuses récompenses d'auteurs de science-fiction. C'est un prix qu'il a remporté, ainsi que le Nebula Award et ainsi que le prix Pulitzer de fiction. Donc ce monsieur Chabon, d'un point de vue, c'est pas une star, mais c'est pas une star au sens, c'est pas un nom qu'on connaît comme Damon Lindelof par exemple, mais d'un point de vue scénariste, écrivain de science-fiction, c'est probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est pas une garantie de succès, mais en tout cas, on a un sacré monsieur derrière la writers room de Picard.
Je suis tout à fait d'accord. Et donc, du coup, je pense qu'on a fait un bon état des lieux de ce qu'est la franchise à l'heure où Star Trek Picard va commencer. Donc, si vous avez un dernier truc à rajouter, c'est le moment. Ouais, je me permets de rajouter un truc. On a parlé de Children of Mars, mais vite fait. Enfin, on a parlé des conséquences de Children of Mars. J'aimerais juste dire que c'est un épisode vraiment remarquable, extrêmement bien réalisé, extrêmement bien joué, qui se permet des choses qu'on a quasiment jamais vues dans Star Trek. Les 5 premières minutes, peut-être 4 premières minutes de l'épisode se font sur une cover, je crois que c'est de Peter Gabriel d'ailleurs, mais une cover de We Can Be Hero de David Bowie. J'ai trouvé cet épisode ultra touchant, ultra émouvant. Je crois qu'il n'y a pas une ligne de dialogue. Non, il n'y a pas une ligne de dialogue dans tout l'épisode. Et voilà, c'est merveilleux ce petit short trek là. Tout à fait, de toute façon on aura j'imagine l'occasion de revenir dessus, on va garder quand même quelques cartouches pour les podcasts à venir. Donc là moi ce que je vous propose, là je connais un bar Ferengi qui va bientôt ouvrir sur la station, on pourra jouer au Dabo si vous voulez. Donc moi je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Là on va se quitter, parce que là ce que je vais essayer de faire dans chaque podcast c'est vous faire découvrir des musiques, donc à la fin pour clôturer les podcasts, des musiques qui ont été réalisées par des fans. Et là il s'agit de Data and Picard par Pogo Remix. Donc je vous laisse avec cette musique, je vous dis longue vie et prospérité et merci à tous d'être passés. Ciao tout le monde. Merci. Salut.